Bonjour, bonsoir et bienvenue dans un nouvel épisode du Studio 7, un épisode dans lequel on va parler du cinéma muet. Alors moi c'est Deka et comme d'habitude je suis accompagné de l'équipe habituelle du Studio 7, c'est-à-dire Frigo. Salut. Pauline. J'avais envie de faire une vanne et de pas dire bonjour, mais du coup, c'est pas très radiophonique on va dire. Ouais. Donc bonjour. Et Louis. Salut à tous. Alors pour ceux qui nous écoutent de la saison dernière, vous êtes habitués à ce qu'on fasse les retours des films sur cette partie. Mais petit changement cette saison, ça sera sur la partie 2. Donc si vous veniez pour entendre les retours de Frigo sur le teen movie, ça sera dans une semaine. Mais vous pouvez quand même rester parce qu'on va parler du cinéma muet. Alors avant de commencer, peut-être prévenir qu'on risque de spoil quelques trucs dans la discussion. Bon, en général, c'est des films qui ont quasiment 100 ans. Donc... Ouais, et le spoil est pas super important comme aujourd'hui, quoi. Ouais, c'est pas des films qui demandent vraiment... Ouais, ça dépend, je sais pas ça. Ah, quoi que ça dépend. Il y a un film quand même avec un plot twist à la fin. Ouais, il y en a. Oui, enfin bon, on essaiera de prévenir un maximum. Ouais. Et bon, comme chaque épisode, on a une personne qui s'y colle un peu plus que les autres. Cette fois-ci, c'est Louis. Ouais, encore une fois. Peut-être avant de commencer, c'est qu'on le dit plus ou moins à chaque fois, mais... Bon, plus ou moins, mais... On reste quand même pas des pros sur les sujets. Non. Donc ça arrive qu'on fasse des erreurs. Si c'est le cas, n'hésitez pas à nous reprendre. Le but, c'est vraiment pas d'arriver comme des érudits et d'avoir la sainte parole sur le sujet. C'est plus, voilà, ça nous intéresse, on en discute. Tout à fait. Mais on n'est absolument pas pro là-dessus. Et donc, n'hésitez pas à nous faire des retours et à corriger s'il y a besoin. Ouais, surtout Après, sur le cinéma muet, quoi. Précisons quand même, on n'est pas pro, mais on se documente. On vous lâche pas non plus des trucs en mode on invente les choses. On se documente, mais oui, on n'est pas expert. Oui, mais ça peut arriver. Et je crois que c'est déjà arrivé. Oui, ça peut arriver que dans des discussions, alors qui sortent plus, on va dire, du cadre vraiment explicatif de celui qui présente, mais quand on part un peu plus dans la discussion, qu'il y ait des approximations et des erreurs qui soient dites. Voilà, après, bon, en général, je pense qu'à l'écoute, vous arrivez à voir vraiment les périodes qui ont été travaillées, et les discussions un peu plus libres, où là, on peut se tromper. Mais voilà, c'était pour prévenir, je trouvais que c'était quand même important. Ouais. Tu fais bien. Et tout, ça fait raison. Et puis, si j'ai rien oublié, Louis, tu peux commencer. Ouais, sur le cinéma muet. Qu'est-ce que je peux dire, en fait, sur le cinéma muet qui n'a pas déjà été dit ? On peut demander à Frigo, qu'est-ce que le cinéma muet ? Je me suis dit non, ils vont m'oublier. Alors, en vrai, tu vois, c'est marrant, parce que du coup, je me posais la question, parce que je me dis, on va forcément me la poser. Et en vrai, est-ce que c'est possible de définir le cinéma muet en dehors du fait que c'est genre juste le prototype du cinéma, entre guillemets, enfin le début du cinéma ? T'as du début du cinéma qui est pas spécialement muet ? Peut-être pas début, mais ça dépend ce qu'on entend par début. Non, mais je veux dire, techniquement, à cette époque-là, c'était un peu plus compliqué d'avoir du son, tu vois. Non, mais surtout, il y a du muet qui n'est pas du début du cinéma. Aussi, oui. Et du coup, après, pour moi, il n'y a pas eu beaucoup de gens qui ont fait du muet. Après, du coup, je me suis dit, c'était peut-être que réservé, du coup, au début du cinéma. Ouais. Qu'est-ce que le cinéma muet ? C'est effectivement un cinéma sans son. Oui. Mais quand on parle de cinéma muet, on parle effectivement des débuts du cinéma, des premiers films, d'un âge d'or qui a commencé en 1908 avec un film de D.W. Griffith qui s'appelle D.W. Griffith. Ok. Avec son film Les Aventures de Dolly en 1908, qui est plus ou moins considéré comme le premier film avec une histoire, en fait, avec un scénario. Griffith, c'est celui qui a fait Naissance d'une Nation. Oui, c'est celui qui a fait Naissance d'une Nation et Intolérance. Ouais. Et d'ailleurs, il y a une rétrospective de Naissance d'une Nation. Dont Naissance d'une Nation, une rétrospective des films de Griffith muets à la Cinémathèque française. Mais en vrai, ça doit être intéressant, parce que autant on sait ce qu'on pense du film, mais à la Cinémathèque, il doit y avoir ce qu'il faut autour pour avoir une vraie vision historique. La séance est présentée, etc. Donc c'est cool. Non, je suis d'accord, mais je tapais, je crois que c'est 5 heures, 6 heures. Il est si long que ça ? Non. Non. C'est Intolérance qui est plus long, qui doit faire 3 heures. 3 heures de ça. Intolérance, j'ai vraiment l'impression que t'as sorti un titre de film au hasard. Non, il s'appelle vraiment Intolérance. Oui, mais pourquoi celui-là ? C'est un autre film de lui ? C'est un autre film de Griffith, et en fait qu'il a fait à la suite de Naissance d'une Nation, parce qu'on l'avait critiqué Naissance d'une Nation et tout, et du coup il a fait un film Intolérance. Non, regardez, je suis tolérant. Je suis tolérant et tout. Donc l'âge d'or du cinéma muet, en fait c'est ça, qu'on appelle un peu le cinéma muet. Je viens de fact-check Naissance d'une Nation, et c'est vrai que quand même 3h07. D'accord. Et il est long quand même. Ouais. Pour ça que je disais cela. Bref. Donc le cinéma muet, c'est ça qu'on entend quand
quand on parle du cinéma muet, c'est cet âge d'or de 1908 jusqu'à la fin des années 20, début des années 30. La fin du cinéma muet correspond un peu à l'ère de la Grande Dépression, enfin le début avec le krach boursier et tout, qui a amené en 1929 toute la Grande Dépression qui va avec. Et on trouve quand même des films muets qui ont été faits après, dans les années 30 et tout. Je pense qu'on en reparlera en fin de vidéo. Ouais. Vous verrez. De vidéos. Mais même on trouve des podcasts. Ouais. Même on trouve des films muets bien plus tard et tout. Mel Brooks en a fait un qui s'appelle Les Producteurs, je crois, où tout est muet et où la seule parole, c'est d'ailleurs le mime Marceau qui joue son propre rôle. On en a déjà parlé, je crois. Et il y a eu The Artist, bien sûr, de Michel Hazanavicius, qui est tout un film muet aussi. Mais alors, hommage à tout. Tu sais, il y a beaucoup de documentaires, enfin beaucoup. Il y a quelques documentaires, alors voilà, comme ça de tête, je crois que ça s'appelle Koyanitsky. Koyanitsky. Voilà. Est-ce que c'est un film muet? Alors par exemple, pour les gens qui savent pas, c'est un documentaire expérimental. Ah, putain, je l'ai vu. Presque en entier. En cours, oui. Oui, tu viens de me rappeler. Okay. Putain, le nom me parle. Ouais, et en gros, c'est des images, on va dire. Du monde, ouais. Du monde, et dessus, il n'y a pas de son. C'est vrai. Donc est-ce que c'est un film muet? Pour moi, non. Je crois qu'il est plus catégorisé comme œuvre d'art. En fait, c'est vraiment plus. Non, mais c'est vraiment plus comme une performance artistique vidéo, entre guillemets. Ouais, c'est un peu c'est expérimental, ouais. Mais pour moi, c'est pas du muet dans le sens où muet a vraiment cette dimension où, genre, il pourrait y avoir une piste sonore, mais il n'y en a pas. Il pourrait y avoir une voix off à la Herzog. Oui, mais. Genre, oui, je sais pas, la voix off, je considère pas ça comme la piste son de l'image, tu vois. Enfin. Quand même. Et on va en parler en fin de vidéo, en fin de podcast aussi. Ça fait plein de petits teasings. Et du coup, fin du muet, enfin le premier film parlant en 1927, Le chanteur de jazz, et c'est aussi l'année où il y a le dernier film muet français, qui s'appelle Dans la nuit, de Charles Vanel, et qui a été restauré récemment par l'Institut Lumière. C'était fait par qui, The Artist? Michel Hazanavicius. Et ça n'a pas été produit en France? Si. Donc c'est pas techniquement le dernier film. Mais le dernier film muet de cette époque. Par contrainte technique. Ouais. Les projections de films muets, c'est différent d'aujourd'hui, clairement. Il y avait plusieurs types de projections, parce qu'il y avait plusieurs types. On pouvait capter l'image avec plusieurs types de caméras, et notamment le kinétographe de Thomas Edison, où on pouvait visualiser les films avec un kinétoscope. Donc un kinétoscope, pour vous expliquer un peu à quoi ça ressemblait, imaginez-vous une sorte de borne d'arcade avec des sortes de jumelles dedans. Vous baissez pour regarder dans la jumelle et en fait il y a le film qui défile en dessous. Donc vous êtes debout et vous devez vous pencher. Mais du coup, si je dis pas bêtise, c'est un truc qui a usage unique. Enfin, usage, pas unique, usage individuel. Individuel, c'est ça. C'est-à-dire qu'on peut pas regarder le cinéma en groupe, quoi. Exactement. Un peu comme les petites lunettes qu'on a quand on est petit, où on appuie et ça change l'image. C'est exactement ça. T'avais des salles, en gros, où t'avais plein de box. Voilà, c'est ça. Que des kinétoscopes. Et les gens, se mettaient là. Il y a plein pas de photos et d'illustrations qui montrent à quoi ça pouvait ressembler. Le cinéma a commencé comme un truc individuel, mais pas que, parce qu'en parallèle, il y a le cinématographe des Frères Lumière et les projections du cinématographe dans des salles remplies avec le bruit de la bobine. Et pour couvrir un peu ce bruit de la bobine, on va mettre de la musique, quelqu'un qui joue au piano en improvisant. Puis plus tard, pour certains films, on va aussi avoir des bonimenteurs, donc des gens qui vont décrire ce qui passe à l'écran ou lire en fait les intertitres à haute voix. Donc voilà, un peu les différents types de projections qu'on pouvait avoir. Pour le kinétoscope, c'était pas... ou c'était le kinétographe, c'était pas genre, il filmait et il pouvait projeter? Il me semble, les Lumières, ils avaient fait un truc où ça faisait les deux. C'est les Frères Lumière, qui ont... Ah, tu veux dire avec la même machine? Avec la même machine, Alors que justement, le kinétoscope, c'est tout l'inverse. Il y a une machine pour filmer et une machine pour projeter. Ok. Mais effectivement, je crois qu'il y a plus tard une machine qui fera les deux. Mais les Frères Lumière, c'est pareil. Ils ont d'abord une machine pour filmer et ensuite une machine pour faire défiler les images, pour projeter. Merci. Ok. Alors pourquoi les films sont muets à cette époque? C'est bête comme question, mais au final, on me l'a un peu posé en mode... On n'avait pas inventé le micro? Oui. Ah, c'est des contraintes techniques. C'est des contraintes techniques, mais aussi des contraintes financières. Un peu plus tard, notamment... Karl Dreyer voudra faire La Passion de Jeanne d'Arc en parlant, sauf qu'il n'a pas de sous pour le faire, donc ça sera un film muet.
Et surtout, en fait, on s'intéresse pas forcément à l'enregistrement sonore encore à l'époque. On va s'intéresser, on est dans une époque, l'invention du cinématographe, on s'intéresse à la captation du mouvement, captation en fait du réel. Donc on va peu s'intéresser au son, et on va s'intéresser vraiment à comment on peut filmer les gens et comment on peut raconter ensuite des histoires en filmant les gens, en les captant en fait sur pellicule. Et il faut savoir que c'est Edison qui va, donc le même inventeur que le kinétoscope et le kinétographe, qui va s'intéresser à l'enregistrement sonore, et il va inventer le phonographe qui va permettre d'enregistrer en fait sur un cylindre les sons. Et donc là, on a une avancée assez technique, assez importante, mais lui, avec son invention du kinétoscope, on ne peut pas mettre de son dans le kinétoscope. C'est impossible, on ne pourra pas le diffuser non plus, surtout que le cylindre est moins long que ces cylindres du kinétographe. Donc en fait, le son sera décalé ou s'arrêtera avant que la fin du film arrive. Et en fait, il y aura plusieurs machines qui vont suivre cette invention d'Edison, avec d'enregistrement sur le cylindre et tout. Et on va arriver à l'enregistrement sur disque, à un moment donné, donc frigo sur des disques 78 tours, je sais pas si ça te parle. Si, ça me parle. Et d'ailleurs, tu me fais... Enfin, du coup, je pense que tu vas en parler, mais parce qu'après, ils sont passés aussi à la bande magnétique. Ouais, c'est un peu plus tard. Ouais. Alors, j'ai pas fait plus de recherches que ça, parce que c'est très, très technique, en fait, le son. Ouais. Quand j'ai fait mes recherches, il y a des tas et des tas de pages Wikipédia sur Google et tout. Enfin, vous pourrez retrouver plein de trucs, de cours et tout sur le son. C'est ultra technique et un peu long, donc... Si tu veux, je peux juste te prendre là-dessus, du coup, parce que j'en ai un peu parlé, du coup, en cours. Où, du coup, ça a été un truc qu'ils ont galéré en vrai à mettre en place. Du coup, le son accordé à l'image. Parce que du coup, de base, ils étaient sur... du coup, comme tu l'as dit, sur le phonographe. Ensuite, il y a eu le disque. Ouais. Et du coup, ensuite, il y a eu la bande magnétique qui permettait aussi d'enregistrer plus de temps au niveau du son. Qui a permis aussi l'arrivée de quelque chose de révolutionnaire qui s'appelle la stéréo. Mine de rien, parce que tu pouvais mettre deux bandes en même temps pour avoir un son différent à gauche et à droite. On en est où là aujourd'hui au niveau nombre de haut-parleurs autour de soi. C'est n'importe quoi. C'est quoi le standard? Est-ce que vous savez? Le standard des films est à peu près tout le temps régulièrement en 5.1. T'as beaucoup de films en stéréo parce que le 5.1 c'est très demandant en termes de studio et de mix. En gros, 5.1. Alors 5.1, ça veut dire que tu as le 1, en gros, veut dire que c'est une chose qu'on appelle le LFE, qu'en fait c'est tout ce qui est les basses fréquences. Okay. Et ensuite, du coup, tu as 5 enceintes qui sont réparties en cercle autour de toi sur des normes qui ont été faites par Dolby Atmos, Dolby, qui a créé du coup le Dolby Atmos. Qui est différent du 5.1 ou c'est le 5.1? C'est la technologie du 5.1, en gros. Le Dolby Atmos, c'est ton 5.1. Et en gros, si tu veux, t'as une enceinte qui est face à toi, qui s'appelle le centre. Ensuite, on a t'as des calculs, je les connais pas de tête. Ouais. T'en as une à gauche, une à droite, donc pour ton gauche-droite. Et ensuite, on a deux autres qui sont derrière. Au niveau du cercle, c'est à peu près au même endroit, je sais plus exactement, et qui font du coup ton arrière-gauche et ton arrière-droit. Ok. Après, les gens, ils se sont dit, parce que déjà, je sais pas si vous avez pu expérimenter du 5.1, vous, personnellement. Au cinéma, au cinéma, oui. Non, au cinéma. Est-ce que vous avez vraiment pu l'expérimenter? C'est-à-dire vraiment ressentir le 5.1, le son qui tourne de partout, etc. Là, j'ai pas d'exemple concret, mais je suis sûre d'avoir déjà vu des films où, je sais pas, les derniers Avatars ou les trucs comme ça, à mon avis, où, je sais pas, t'as un bruit d'hélicoptère et t'as l'impression qu'il est vraiment derrière toi, et après tu le vois arriver à l'écran et le son il bouge avec. C'est des ressentis que j'ai l'impression d'avoir déjà vécu. Après, j'ai pas d'exemple précis. Ok, est-ce que pour l'avoir déjà, du coup, avoir travaillé sur du 5.1, c'est un truc en termes de spatialisation, c'est fou. Genre vraiment, c'est un truc de fou malade ce que tu ressens et ce que tu arrives à avoir. Mais du coup, dans une salle de cinéma, ça implique à vraiment être positionné au milieu? Ou est-ce que, genre, par exemple, si t'es devant à gauche, tu arrives à le vivre quand même bien? Alors, normalement, y a des gens, leur métier, c'est acousticien, qui font en sorte que la salle de cinéma, en termes de son espace, en fait, elle est pensée pour que peu importe où tu te mettes, c'était la meilleure expérience possible. Okay. T'as forcément un point où c'est l'optimal, mais normalement, peu importe où tu te mets, t'as à peu près les mêmes sensations. Okay. Sauf que du coup, il y a des gens qui sont pas arrêtés au 5.1. Alors, actuellement, j'ai plus en tête, mais je crois qu'on est arrivé à du 13.1,
ou du 17.1. Des salles pâtées, IMAX. Mais justement, ça permet un truc de fou, c'est que en fait, en dehors d'avoir tous les côtés, t'as au-dessus de toi. C'est fait que si t'as un avion, par exemple dans un film qui atterrit et qu'il passe par le haut de l'écran, il part de tout derrière de la salle et il passe au-dessus de toi au niveau du son. Mais c'est pas ultra contraignant au niveau de filmer, quoi. Enfin, de réaliser ton film sur place, je veux dire sur le tournage, d'avoir ces technologies qui te prennent tout dans tous les sens, ça doit être... Il faut avoir beaucoup de micros. Ouais, c'est ça, en fait, t'as énormément de micros. Après, les technologies des micros aussi, c'est démentiel maintenant. Tu peux faire des trucs de fou. Enfin, j'ai pas parlé vraiment de technique du son, mais t'as un nombre de choses que tu peux faire avec des micros pour recréer ça juste à l'enregistrement qui est déjà vraiment suffisante à elle-même, quoi, en gros. Et ok, est-ce que tu saurais dire quelle est la part un peu qui est fait, enfin après j'imagine que ça dépend des films évidemment, mais qui est prise vraiment pendant l'enregistrement et au niveau de spécialisation qui va être fait après en post-prod? Alors honnêtement, je sais pas. J'ai en tête le film sur Ford. Tu sais, on l'a vu ensemble. Ah oui, Ford versus Ferrari. Non, Le Mans 75. Ouais, c'est celui-là. Le Mans 66. Le Mans 66. Ouais. Et ben, celui-là, par exemple, ça a été quasiment un mélange des deux, mais je crois qu'il y a dû avoir 60% de post-prod. En fait, je viens juste de réaliser que Ford versus Ferrari et Le Mans 66, c'est la même chose, mais c'est le titre anglais. On parlait de la même chose, du coup. Ouais. Bah, du coup, en gros, ce film-là, en fait, je sais qu'ils ont énormément fait de prises de son direct. Mais c'est un truc où, par exemple, en fait, une voiture, où la sensation, enfin le son que crée une voiture, tu peux pas le capter. T'es obligé de le recréer, en fait, parce que ça peut sembler débile, mais quand tu fais du sound design, enregistrer l'élément source que tu vas avoir, c'est pas forcément le meilleur moyen pour l'entendre. Okay. C'est-à-dire que, je te prends l'exemple des Top Gun, le bruit des avions, c'est des lions. C'est des lions, ou des tigres, ou ce que tu veux qui rugissent et tout. D'où le métier de bruiteur, en fait. Voilà. Ce qui fait qu'en fait, c'était impossible de les prendre. Et même quand ils ont réussi à y prendre, c'était de la merde. Et c'est une femme qui a fait Top Gun, le premier. Et elle a pris... elle est dans un zoo, elle a enregistré plein d'animaux. Et tous les bruits que t'entends, c'est que des animaux. C'est dingue. Ouais, c'est voilà. Mais je crois, maintenant, en vrai, on est beaucoup sur de la post-prod, surtout dans les studios américains, genre Marvel. Oui. C'est 100% post-prod. À l'image ou au son, oui, il n'y a plus rien. Hein. Non, mais je sais, mais je veux dire, c'est un truc où, genre, même s'ils filment vraiment en extérieur, ils rebruitent tout derrière. Enfin, c'est une débilité sans nom. Ouais. Et c'est super dommage parce que du coup, ça a créé des. Enfin, là, du coup, je sors un peu du sujet de Louis, mais c'est intéressant. Ça crée des normes, du coup, super bizarres où, en fait, la personne, peu importe où elle est placée sur l'écran, tu l'entends comme si elle était à côté de toi. Ça n'a aucun sens. Ouais, mais c'est pour peut-être... il y a des films, des fois, où les gens parlent, tu comprends rien. Peut-être c'est aussi pour faciliter ça, quoi. Oui, mais c'est des trucs où des fois, t'as quand même des trucs un peu bizarres et du coup, entre guillemets, des grosses erreurs, je trouve, genre, au niveau de la réalisation, où ça suit pas vraiment ce qui se passe, tu vois, par exemple. Mais par contre, c'est vrai que je trouve que ce qui est le plus marquant dans des films un peu anciens, où tu dis ça a mal vieilli, c'est plus le son que l'image, généralement. Parce qu'il y a des vieux films français un peu genre des années 30 et tout, où c'était le début du parlant. Tu comprends rien à ce qu'ils racontent et c'est hyper dur à suivre. Mais alors déjà, je pense que c'est parce qu'ils sont restaurés et que... Parce que sur des vieux films qui sont pas du tout restaurés, l'image est tout aussi dégueu, tu vois. Oui, mais moi... je pense que par contre, l'image se restaure beaucoup mieux du coup que le son. Bah, bien sûr. Ça oui. Là-dessus, on est d'accord. Mais moi, ça me gêne plus un son dégueu qu'une image dégueu. Parce qu'une image dégueu, tu comprends quand même ce qui se passe, tu vois. Ouais, mais après, le truc, c'est que... Je suis pas d'accord avec vous là-dessus. Je ne suis pas. Non. Ah ouais. Bah, le problème, c'est qu'un film, si t'enlèves le son, tu perds 70% de ton expérience. Ouais, enfin, si t'enlèves l'image... Je te jure, Mad Max Fury Road est regardable sans image. Bien sûr, mais je suis très d'accord avec vous, parce que vraiment, pour moi, le cinéma, c'est l'image. Donc, c'est justement, et là, justement, tu fais une passe décisive, c'est exactement ce que pensaient les gens au moment du muet. Et je reprends un petit peu ma présentation sur le muet. Moi, je le pense 100 ans après. Est-ce que tu penses un peu 100 ans après? Je peux juste terminer ce que je disais de base, parce que du coup, on était arrivé à la bande magnétique. Voilà. Et on est arrivé sur un truc, j'ai oublié le nom de la technologie, mais en gros, on a pu superposer la bande son à la pellicule. Ce qui fait qu'on a eu de nouveau on a la synchro qui est arrivée vraiment en direct. Je crois que c'était au 75, je crois, un truc comme ça. Sans doute, ouais. C'est tard que ça. Ouais, en vrai, ça a été très long, ouais.
Ouais, c'est très long, et puis même le son et l'image en fait évoluent vachement vite avec le cinéma. Enfin, la preuve, encore aujourd'hui, ça évolue tant dans l'image et dans le son. Mais revenons 100 ans en arrière, si vous voulez bien. On a quand même eu le son bien avant la couleur. C'est vrai. Bien avant, pas tant que ça. Hein. Premier couleur, c'est 38. Hein. Oui, mais il y a quand même beaucoup plus de films parlant en noir et blanc que de films en couleur muets. Oui, mais c'est à cause du budget. C'est à cause du budget. Ah, c'est qu'une question de budget ? Bah oui, parce que la couleur, ça coûtait extrêmement cher, mais la couleur, c'est arrivé fin des années 30. Hein. Sauf que oui et non, parce que Méliès peignait ses pellicules pour faire des films en couleur. Oui, c'est vrai. Le Fantôme de l'Opéra de 1921 a toute une scène en couleur. Ouais. Après, on va se faire sur des exceptions. C'était peint aussi, et vraiment, regardez cette scène, c'est du Technicolor. C'est l'ancêtre du Technicolor, tellement c'est impressionnant. Okay. Vraiment. Donc, oui et non. On reste quand même sur des. Mais on reste sur des cas c'est pas du tout la norme. Ouais. Pas aux normes. Et d'ailleurs, tu disais que les films muets sont en noir et blanc, pas tout le temps. Ils sont aussi souvent très teintés. Ils sont teintés en bleu, teintés en orange, en fonction de ce qu'ils veulent montrer. Courant, quand même. Mais oui, c'est effectivement plus courant. Mais revenons au son. Le son sur disque arrive. Et ce qui est très étonnant, c'est qu'on pourrait croire qu'ils cherchent à vouloir effectivement lier le son et l'image. Sauf que pas du tout. Parce que comme tu l'as dit, le cinéma, c'est un art de l'image. Et c'est exactement ce que pensaient déjà les premiers théoriciens de l'époque. Est-ce que tu n'es pas d'accord avec ça ? Pardon, mais ça m'intéresse. Moi, je suis pas d'accord. Je suis à la fois d'accord et pas trop d'accord, en fait. Vous voulez qu'on fasse une petite aparté là-dessus, tu sais ? Non. Parce que j'ai besoin de finir sur le son, en fait, sinon je vais me perdre. Vas-y. Mais du coup, c'est pas du tout l'objectif de certains de vraiment coupler l'image avec le son, car c'est pas lucratif. Le cinéma est une industrie ultra lucrative à l'époque. Et mettre quelque chose de nouveau, notamment le son, les producteurs et les studios ont peur de perdre quelque chose, en fait. Ils vont avoir peur que ça change trop le cinéma. Et que ça change aussi les projections, puisque c'est des moments aussi où tu y vas avec du monde, en groupe, où tu peux faire du bruit, tu peux faire... Enfin, c'est une ambiance. C'est une autre ambiance qu'aujourd'hui, que la salle d'aujourd'hui, quoi. Mais avec le disque, il y a déjà des premières expérimentations de mêler le son et l'image, et notamment de la part du producteur Gaumont, qui va demander à Alice Guy, la première réalisatrice de l'histoire, de faire des captations vidéo d'artistes de music hall et de chanteurs en playback. Ils vont les enregistrer sur un disque ensuite, et à la projection, ils vont projeter l'image, et sur un gramophone, projeter le son ensuite, pour que ça soit... Après, bien entendu, les problèmes de synchro et tout. Enfin, c'est pas optimal non plus. Mais ça va faire un bond de géant dans le monde du cinéma. Ça va amener aussi les premières bandes originales du cinéma, et notamment avec L'assassinat du duc de Guise, un film qui est sorti en 1908, qui va avoir la première bande originale de l'histoire du cinéma, composée et commandée expressément pour le film à Camille Saint-Saëns. Et qui ? Camille Saint-Saëns. Ok. Grand compositeur de musique classique, qui est notamment le compositeur Le Bal des animaux, je crois que ça s'appelle, dont une des œuvres est la musique du Festival de Cannes. C'est pour ça que le Festival de Cannes a choisi cette musique, parce que c'est Camille Saint-Saëns, que c'est le premier compositeur original d'un film, en fait. Ah ouais, donc rien à voir avec Terrence Malick. C'est aussi la musique des Moissons du ciel. Oui, c'est effectivement. Et moi, du coup, j'associe les deux dans ma tête, mais je savais pas que c'était plus vieux que ça. Et un autre procédé va arriver, c'est le Vitaphone, qui va être acheté par les frères Warner pour produire les premiers films parlants de l'histoire, dont Le Chanteur de Jazz en 1927. Donc, le système Vitaphone propose de coupler chaque galette de film de 10 minutes, durée maximale à l'époque du film Nitrate, avec un disque gravé de 10 minutes et d'utiliser 2 phonographes pour accompagner chacun des 2 appareils de projection installés dans les cabines des cinémas. C'est très compliqué, mais grosso modo, il faut comprendre qu'il y a 2 enregistrements qui se font en direct, du coup, et qui vont être projetés ensuite. Et qu'ils n'arrivent pas à synchroniser. Surtout. Ouais. Et le son va apporter son lot de problèmes, et c'est là un peu où on vient aussi à cette théorie de l'art de l'image, le son est pas si important et tout. Premièrement, ça va apporter son problème avec les acteurs et actrices, parce que le cinéma muet est
c'est vraiment l'époque des premiers studios hollywoodiens, mais qui vont, comme aujourd'hui, mettre des acteurs et actrices en avant, vont faire plein de pubs. Enfin, comprenez bien que ce qu'il y a dans le système hollywoodien aujourd'hui date de cette époque. Vraiment, c'est dingo, quoi. Et en fait, certains des acteurs et actrices vont se retrouver remplacés par d'autres acteurs parce que leur voix ne colle pas du tout en fait, au physique idéal que Hollywood voulait mettre en place et tout. Et un exemple parlant, c'est dans Chantons sous la pluie, qui n'est pas du tout un film muet, mais qui raconte cette époque charnière où une actrice se fait évincer parce qu'elle a une voix dégueulasse. Il va se faire remplacer par une actrice qui a une belle voix et tout. Il va se faire doubler même. Mais voilà, c'est aussi ça qui arrive. Et puis plus récemment, il y a Babylone. Je l'ai pas vu, donc qui parle de ça aussi, parce que ça commence période muet. Il y a Margot Robbie qui est donc qui devient une star du cinéma, notamment muet. Puis il y a le personnage de Brad Pitt aussi, qui lui est déjà une star du muet à cette époque, etc. Et après, on voit la première fois où elle doit enregistrer un film parlant et où elle n'arrive pas à faire sa réplique et où il y a plein de problèmes avec le son, l'ingé son il pète un câble. Enfin, c'est assez comique comme c'est montré, mais ça parle aussi de cette arrivée des technologies pour faire du parlant, qui était très compliqué à maîtriser sur les plateaux et avec les acteurs qui n'avaient pas l'habitude de faire ça. Oui, c'est sûr qu'il y a plein d'acteurs qui ont eu perdre leur travail avec le passage au parlant. Il y en a quasiment tous ont été au chômage à cause de ça. Hein. Au moins pour leur voix. Juste quand ils ont entendu leur voix, ils ont fait oui, c'est sûr. Ça, c'est sûr. Oui, d'ailleurs, dans Chantons sous la pluie, c'est hyper drôle en fait, parce que du coup, c'est la personnage qui a été une star du muet, qui a une voix de crécelle un peu, et du coup horrible. Et en fait, elle se fait doubler par la femme protagoniste, quoi, qui elle a une jolie voix. Et en fait, il y a tout un jeu de... C'est elle qui récolte les fleurs alors qu'elle a une voix horrible et l'autre, on la connaît pas alors qu'elle double, etc. Regardez Chantons sous la pluie, de toute façon, c'est un super film. Il y a une scène hyper drôle par rapport à ça où justement, ils essayent d'ajuster le micro et elle parle fort dedans avec sa voix terrible. Enfin, bon, voilà. Et l'arrivée du son va amener aussi son lot de critiques de la part de gens aussi. Et je vais vous citer l'introduction d'un article d'André Bazin que vous pourrez retrouver dans Qu'est-ce que le cinéma ? En 1928, l'art muet était à son apogée. Le désespoir des meilleurs de ceux qui assistèrent au démantèlement de cette parfaite cité de l'image s'explique s'il ne se justifie. Sur la voie esthétique où il était alors engagé, il leur semblait que le cinéma était devenu un art suprêmement adapté à la gêne esquisse du silence et que donc le réalisme sonore ne pouvait que rejeter au chaos. Et un des plus grands critiques du son, c'est Charlie Chaplin. Charlie Chaplin ne voulait absolument pas entendre parler du cinéma sonore et tout, et il va s'en moquer même dans certains de ses films, notamment dans Les Lumières de la Ville, où il va... la première scène, c'est une scène d'inauguration de statue avec un maire, et en fait il les fait parler, donc c'est un film muet, mais au moment où il parle, en fait il y a un petit son un peu de kazoo dessus. Et c'est un peu, voilà. Il y a pas longtemps, c'est très très drôle. Un peu pour se moquer de ça. Il voulait aussi se moquer des gens qui allaient entendre sa voix pour la première fois. Et du coup, la première fois que les gens entendent la voix de Charlie Chaplin et du personnage de Charlot, c'est dans les temps modernes, à la toute fin, où il chante en charabia. En fait, il décide, très bien, vous voulez que je fasse du son, et voici ce qu'on peut faire avec du son. En fait, on peut dire n'importe quoi. Et voilà, moi, ce que je vous propose. Cependant, le son va bien lui servir, et va bien servir de toute façon le monde entier. Quand il va découvrir que le son va servir à embrigader des gens, notamment dans les dictatures fascistes qui vont arriver en Europe, et il voit bien que le son, ça sert aussi à se moquer de ces dictatures, de ces tyrans, et c'est là que va naître le dictateur, tout simplement. Mais ça sert aussi à faire des discours, et le dictateur, encore une fois, à la fin du dictateur. Donc finalement, Chaplin va aussi très vite se retourner sa veste en fait sur le son. Ouais, ça fait en fait il avait peur parce que son filon c'était le muet, il y arrivait très bien. Bien sûr. Je pense qu'il a eu peur de rater le passage à l'un, donc il y a eu un peu un côté réactionnaire de. Oui. Ah oui. On va rester là-dedans parce que c'est ce que je sais faire et ça se trouve je serai has-been si on passe au parlant. Puis il a vu que ça marchait, il a dit bon. Et il a eu raison de passer au son parce qu'il aurait peur d'être has-been, parce que certains acteurs du muet de la même époque et du même genre de films muets ont
un peu disparu avec le cinéma sonore. Buster Keaton, Harold Lloyd, ils ont un peu disparu après l'arrivée du son. Et c'est dommage. Ouais. Et après, c'était plutôt bien fait quand même, parce que par exemple, dans Le Dictateur, il y a ces moments clés qui, justement, où le son est, enfin, pour faire un discours, etc., très important, enfin, même indispensable. Mais il continue de jouer beaucoup sur le burlesque. Et le personnage de Charlot, il parle presque pas de tout le film, mis à part pour faire son discours, quoi. Est-ce que prenons les États-Unis, les grands réalisateurs du muet ont réussi à quand même passer au parlant et à continuer leur carrière, ou est-ce qu'on a vraiment des réalisateurs du parlant, des réalisateurs du muet? C'est très difficile. Il y en a qui ont réussi leur coup, justement, en passant du muet au parlant. Eric von Schreim, par exemple. Oui, même Hitchcock. Hitchcock aussi. Enfin, qui était anglais, mais... Mais il y en a d'autres qui n'ont plus jamais fait de film après le sonore, en fait. Ils n'ont pas réussi, et notamment, je pense que... Mais ça, comme à chaque grande avancée majeure, il y a des gens qui n'ont jamais réussi à passer au numérique, par exemple. Et en plus, je pense qu'il y a une part de responsabilité de la part des studios hollywoodiens à l'époque qui ont voulu mettre tel réalisateur sur un film parlant, ont vu que ça marchait pas, l'ont viré et ont mis quelqu'un d'autre. Tu vois, il y a des histoires un peu comme ça dans le Hollywood de cette époque. Donc voilà. Mais voilà, le cinéma devient sonore, 1927, puis ça va continuer. Après, il reste toujours des films muets. Et pour répondre à ta question, le cinéma est un art de l'image, c'est sûr. Mais le son a pris tellement d'importance maintenant dans le cinéma, et pour moi est une part aussi artistique du cinéma, que voir un film sans son aujourd'hui, c'est très compliqué. Non, bien sûr. Et on a toujours un aspect artistique, quoi. C'est même pas voir un film sans son. Pour moi, voir un film où le son est mauvais, ça va être plus impactant que voir un film où l'image est mauvaise. Mais là, tout à l'heure, on a pris l'exemple des restaurations, etc. Ça, c'est un peu extrême. Mais par exemple, je sais pas, dans un film étudiant, moi, je vais beaucoup plus facilement, entre guillemets, pardonner une image un peu maladroite, etc., ou un truc filmé en pas très bonne qualité, par rapport à un son de mauvaise qualité, où je trouve ça vraiment inaudible. Oui, mais parce que là, on est sur du film étudiant. Enfin, les gaps. Non, mais pas que les films étudiants. C'est sûr que si le son, tu comprends pas. Hong Sang-soo, il filme avec sa mini DV dégueulasse, mais en fait, ça passe et ça reste entre guillemets professionnel parce que son son, il est hyper clean. Oui, mais je trouve que après ça, c'est mon avis que vraiment. Enfin, je sais pas les mots, mais le centre vraiment du cinéma, c'est vraiment la mise en scène et l'image. Et le son, ça fait partie de la mise en scène. Mais encore une fois, ça veut pas dire que le son n'est pas important, ça veut pas dire qu'on peut faire sans. Non, mais plus que ça, le son fait partie de la mise en scène. C'est qu'aujourd'hui, le son fait partie de la mise en scène. T'as des intentions sonores quand tu fais un film. Tout fait partie de la mise en scène. Oui, ça, je suis complètement d'accord avec toi. Oui. Mais pour moi, oui, on est d'accord que le son fait partie de la mise en scène. Mais comme par exemple, la direction d'acteur fait partie de la mise en scène, tu vois. Bah évidemment, c'est le cœur de la mise en scène même. Oui, mais non, pas que. La composition, même là aujourd'hui, enfin plein de trucs, tu vois. La mise en scène, c'est plein de trucs, c'est sûr. Mais pour moi, c'est vraiment l'image, ça reste le centre du cinéma, tu vois. Après, c'est mon avis. Non, mais le centre du cinéma, d'un côté très littéral, peut-être. Mais je trouve que, en tout cas, avoir cette hiérarchie d'image par rapport au son, c'est ce qui fait la différence entre les grands réalisateurs et les réalisateurs lambda, pour moi. Le son, ceux qui pensent au son, qui ont enfin vraiment, ça fait vraiment je suis d'accord avec toi. Énormément de pourcentage d'une expérience. Mais là, je suis d'accord avec toi. Je dis pas que l'un doit être délaissé au profit de l'autre. Je parle juste en tant que, pour moi, la nature intrinsèque de ce type d'art. Non, bah évidemment, parce que étymologiquement parlant, cinéma, ça veut dire mouvement de l'image, tu vois. Parce que tout à l'heure, je crois que c'est toi, Frigo, qui disait, on peut voir un film sans l'image, juste avec le son, mais pas l'inverse. Pour moi, c'est pas possible, c'est un contresens, tu vois. Bah écoute. Dans la compréhension, moi je suis d'accord avec lui. Alors attends. Mais la compréhension, c'est pas tout. Non, même pas. C'est même pas ça en fait. C'est que moi, je pars d'un principe simple. Pour le peu de choses que j'ai pu faire en son à l'image, si ton son ne fonctionne pas sans l'image, c'est que ton son il est pas bon. Et je suis vraiment sérieux. C'est-à-dire que le son que t'entends, il doit vraiment être là pour souligner ton image, mais de tout. Donc il est au service de l'image. Oui, mais sauf que, justement, regarde un film d'horreur.
ou le film fantôme que tu as choisi, j'arrive pas à retrouver le nom. Kairo, t'enlèves le son. Et ça, je suis d'accord avec toi. Oui, mais sauf que justement, si t'as pas le son, en fait, ton film il perd tout son sens, parce que un film d'horreur genre comme Freddy les Griffes de la nuit, si tu choisis, parce que là, vous êtes dans les trucs extrêmes à enlever le son. Je parle pas d'enlever le son. Et là, je te parle même pas d'enlever le son. Tu modifies, genre le cri, tu le changes. Le film, il est plus pareil. Mais évidemment. Mais non, c'est pas ça. C'est que tu transformes le truc, il devient peut-être plus, il est plus angoissant, il devient drôle parce que c'est ridicule. Je suis avec toi. Je dis pas que le son n'est pas central. Non, mais pour moi, il y a une part égale. Non, justement, c'est que le son. Non, franchement, je suis pas. Enfin, après, là, c'est vraiment mon avis. Le son, il est beaucoup plus important que ton image parce que justement, il fait ton image. Bah, dans l'expérience, moi, je suis d'accord dans le sens où, comme j'ai dit, je vais avoir beaucoup plus de mal à regarder un film avec un mauvais son qu'un film avec une mauvaise image. Donc à ce niveau-là, pour moi, c'est plus important d'avoir un bon son. Mais dans la création, pour moi, ça a une part égale. Et d'ailleurs, tu le vois justement dans les films muets, c'est-à-dire que, ok, ils n'ont pas de pistes sonores, de sons, etc. Mais les lumières de la ville, pour reprendre cet exemple, ça joue énormément sur la partition sonore, la bande originale, et tous les gags sont soulignés par la musique, et je pense qu'ils font 50% moins rire sans la musique qui va avec et les notes qui te font dire que c'est drôle et que voilà. Et là-dessus, on est d'accord. Du coup, pour moi, c'est pas égal. Et dans la mise en scène, c'est pas plus important de penser à son image qu'à son son. Ouais. C'est pareil. Pour le coup, je trouve ça marrant que tu dises que c'est une part égale, alors que justement, si le son il est différent, ça change tout. Ouais, mais si ton image elle est différente, ça change tout. Non, parce que je suis pas d'accord. Parce que justement, en fait, le son, il peut te rattraper un film mid. Mais une super image, ça peut te rattraper un film mid aussi. Non, ça peut pas te rattraper ça peut pas te rattraper un son catastrophique. Non, mais ça peut te faire rattraper un film mid. Oui, mais sauf que la super image, elle peut pas te rattraper le son. C'est impossible. Que le son peut te rattraper tout un film. Que tu le veuilles ou non. Mais pour moi, le son, il reste au service de l'image. Moi, je suis pas d'accord. C'est là où je suis pas d'accord. Pas tout le temps non plus. Ça, je suis d'accord avec ça. Le son et l'image sont au service de ta mise en scène, mais pas l'un de l'autre ou inversement. Si le son, il est là pour servir ton image. Par contre, ça, je suis d'accord avec lui, c'est obligatoire. Il est là pour servir ta mise en scène, tes intentions, et l'image aussi, mais à part égale et qui se rejoignent pour passer ton intention, t'as ton image qui va te permettre ça, ton son qui va te permettre ça, et ça va se compléter, tu vois. Alors moi, je suis attaché à cette idée que l'image est vraiment le point central. C'est un peu une idée réac, ça. C'est un peu une idée réac, sauf que regarde, si demain tu dois refaire ton salon, tu vas en premier lieu acheter un bon écran avant d'acheter un bon système son. Ça dépend pour qui. Bon, pas pour toi, Frigo, mais tu vois, Pauline, si demain tu vas en premier, tu vas pas te dire bon, je vais regarder sur mon petit écran LED, je sais pas quoi, mais je vais avoir des Frigo, c'est ce qu'il fait, mais c'est un personnage spécial avec des enceintes en 5.1 autour de toi, tu vois. Tu vas évidemment passer à l'image en premier. Mais ça, c'est aussi une question de ce que tu d'accessibilité et de aussi pas spécialement. Après, je sais pas, personnellement, genre je refais mon salon, je change de canapé, tu vois, par exemple. Ou je refais la déco, tu vois. C'est vrai. Non, mais je trouve vraiment. Mais en vrai, je trouve que c'est une question importante parce que dans la création, beaucoup de jeunes réalisateurs négligent extrêmement le son et se disent je m'en fous, j'ai mon ingé son, il vient, il fait son son et tout, mais ne pense pas aux intentions sonores. Et même, c'est une erreur qui est faite, genre rapidement, par tout le monde presque au début et tout. Et en fait, c'est là où tu vas très vite voir la différence entre les gens qui y pensent, les gens qui y pensent pas, les gens qui ont des intentions qui vont jusqu'au bout. Et un très bon metteur en scène, c'est celui qui va... tu vas avoir deux metteurs en scène qui vont faire... même un qui fait des plus belles images. Celui qui pense au son, il va être meilleur pour moi. Oui, mais en fait... Pardon, Louis. Et même, si tu regardes même à la période du muet, pour recentrer un petit peu sur notre thème du jour, dès 1908, on cherche déjà à coupler l'image avec le son, avec de la musique, pour justement servir la mise en scène et tout, pour servir, tu vois, on pense déjà au son comme ça, et on pense, pour reprendre les lumières de la ville, tu vois, c'est pareil, on va repenser au son pour la mise en scène, pour... Alors attends, j'ai une information que peut-être tu n'as pas vue. Mais d'abord, on a cherché à avoir du son avec de l'image pour pouvoir justement faire des clips. Ah ouais des base. Clips de musique ? Entre guillemets. En fait, si tu veux, dans les premiers films qui ont été faits, t'avais beaucoup de cabarets ou de scènes avec je
je sais pas comment on peut dire, mais genre de la musique ou des groupes qui jouaient. Oui, c'est l'époque du music hall, tout ça. Oui. Et justement, au début, on a voulu capter du son. C'était pour pouvoir entendre ce que ces gens jouaient là. C'est ce que j'ai dit quand je parlais d'Alice Guy. Oui, mais du coup, c'est des trucs où, en fait, on n'a pas spécialement pensé à la réalisation. C'était plus, on était là en mode, il y a la musique, on veut l'entendre, parce que genre, c'est ce point-là qui est important, tu vois. Ouais. Mais en fait, j'ai l'impression que je n'arrive pas à me faire comprendre dans ce que j'essaie de dire. Parce que j'essaye absolument pas de mettre l'un contre l'autre, de dire qu'il faut privilégier l'un à l'autre, ou dire que, parce que du coup, ce qu'on répondait. Non, mais tu dis que l'un est plus important que l'autre. En fait, c'est pas une question de réellement d'importance dans la création. Quand tu vas créer, pour moi, il faut penser au son autant qu'à l'image. La question, elle est pas là. C'est pour moi dans la nature intrinsèque de ce type d'art. Par exemple, si on va dans le livre. Non, mais ça veut rien dire. Ça veut dire. Pour moi, c'est par exemple un livre, un bouquin. Pour moi, le plus important, l'aspect central, c'est le verbe, tu vois. Le scénario vient après. Ça ne veut pas dire que le scénario n'est pas d'une importance capitale et il ne faut pas y faire tout autant attention de ta manière d'écrire. Mais je trouve que vraiment, si on prend, on va dire, si on devait sortir un truc de ce type d'art, pour par exemple le livre, pour moi, ça serait le verbe. Oui, mais du coup, ça sert à quoi de sortir un truc si tu hiérarchises pas justement derrière. T'es pas obligé de hiérarchiser. C'est juste, on va dire, je sais pas si c'est un grand mot, mais c'est philosophique, on va dire, tu vois. Ouais, non, pas trop en fait. De quoi ? Parce que tout à l'heure, ce débat, il est parti du fait que t'as dit que t'étais pas d'accord avec le fait que le cinéma était aussi un art sonore ou un truc comme ça. Je sais plus d'où c'est parti exactement. Que c'était plus le son que l'image. Mais t'impliques une hiérarchie, puisque du coup, t'étais pas d'accord avec nous non plus quand on a dit qu'un film avec un film avec un mauvais son... ça va moins bien passer qu'un film avec une mauvaise image. Oui, mais en fait, c'est pas une hiérarchie d'artisanat, tu vois. C'est plus c'est pas le mot que je disais, mais c'est plus une hiérarchie philosophique, une hiérarchie d'artisanat, de se dire il faut faire ça avant ça. C'est vraiment, je sais pas si. Ouais, mais je comprends ce que tu veux dire. Je comprends ce que tu veux dire, mais je pense que maintenant c'est plus recevable. Alors, je vois ce que tu veux dire, mais je pense que maintenant c'est plus recevable. Ah non, parce que pour moi, ça garde son essence, en fait. Très théorique de la création de l'art, voilà. Ouais. Mais pour moi, aujourd'hui, c'est pas possible de penser comme ça au cinéma. Et puis même, tu regardes les films qui vieillissent mal, en dehors de peut-être le thème qui est abordé et comment il est abordé, souvent le son, en fait, il joue beaucoup là-dessus. Ouais, c'est ce que je disais tout à l'heure. Oui, mais du coup, ça... En mon sens, tu vois, genre, même si c'est vraiment un truc centré sur l'image, parce que oui, le cinéma, c'est quand même transmettre de l'image qui bouge, tu vois. Le son à l'heure actuelle, il est pas, j'ai oublié ce que je voulais dire, mais genre, il a pris une place qui est bien plus supérieure que le simple fait d'avoir des belles images, tu vois. Mais sur les Banshees d'Inisherin, le son, il joue énormément sur le ressenti du film, par exemple. Oui, mais sauf que j'inscris pas le cinéma dans la temporalité en disant maintenant, aujourd'hui. Je parle dans sa globalité, comme j'ai compris, mais le cinéma. Pas le cinéma aujourd'hui. Parce qu'on est quand même en train de parler, par exemple, de films qui n'ont pas de son. Oui. Donc on peut pas... c'est pas qu'ils ont pas... c'est qu'ils n'ont pas de pistes sonores. Mais justement, il y a Ozu, Chaplin, etc. La bande originale fait 50% de leur film muet, tu vois. Et même si tu as bien écouté Louis, il y avait du son. Parce que de base, le cinéma, tu le regardes au lieu cinéma. Et t'avais des gens qui jouaient du piano. Il y a toujours eu du son pour servir l'image. Oui. Ou du et son... encore, non, il y a des films pour le coup qui n'ont vraiment pas de son. J'en connais pas. Hein ? Il y en a. Très peu. J'en connais pas. Mais il y en a. C'est pour ça que je dis. Et même un film très connu aujourd'hui qui est quasiment... moi je l'avais vu sans son, alors peut-être que tu en as parlé tout à l'heure, c'est La Passion de Jeanne d'Arc. Ouais. Moi je l'ai vu avec une bande originale, donc... c'est pas une bande originale du coup, mais oui. C'est écrit bande originale supervisée par Dreyer, donc je sais pas trop... à la fin c'était marqué bande originale restaurée... Okay. Donc, parce que La Passion de Jeanne d'Arc c'est encore un peu différent, parce que le film a été perdu pendant très longtemps, la restauration a été hyper compliquée, c'est un peu un miracle qu'on puisse voir ce film aujourd'hui. Et il y avait juste pas de piste sonore sur les versions retrouvées, parce que il faisait partie des films pour lesquels il y avait des improvisations indirectes ou des trucs comme ça quand il était diffusé.
Du coup, quand on l'a retrouvé, qu'on a réussi à le restaurer, on ne savait pas avec quel son il allait. Et c'est vrai que du coup, il y a des versions sans son qui sont disponibles. Moi, je l'avais vu aussi sans son. Mais après, ouais, si tu dis qu'il y a une bande originale qui a été supervisée par Dreyer, peut-être. De ce que j'ai lu, après j'ai regardé ça. Peut-être à posteriori. À posteriori, oui, je pense que clairement, oui, je pense que du coup, bien quand il a été pensé, il n'y en avait pas. Ah oui, je pense. On sait pas. On sait pas. Si, justement. Ouais. C'est pas qu'il n'y en avait pas, c'est que il n'avait pas les moyens de le faire. Et du coup, il y avait des joueurs en direct, quoi. D'ailleurs, je rebondis là-dessus, mais le fait d'avoir des joueurs de piano, en général de piano, qui jouaient en direct, font qu'on n'a plus de bande originale de ces films muets, et qu'aujourd'hui, quand on regarde un film muet ou en ciné-concert, c'est souvent des compositions qui ont été faites récemment. Moi, je pense en fait au Festival Lumière, au dernier Festival Lumière, je suis allé voir en ciné-concert le cabinet du docteur Caligari, avec donc en ciné-concert, et la composition datée de 2011. Donc voilà, on a recomposé certains films muets aujourd'hui et tout pour qu'on puisse les exploiter en DVD, Blu-ray, tout ça. Pareil pour Aksan, La sorcellerie à travers les âges, qui est un film danois. Il a plusieurs bandes originales aussi, dont une des dernières a été faite en 2016 et tout. Pareil pour le film que j'ai choisi pour la partie 2. Et du coup, sans vouloir hiérarchiser, on est d'accord pour que l'inverse ne serait pas possible. Si on avait gardé que le son d'un vieux film, on ne pourrait pas retourner l'image pour le coller au son. On est d'accord ou pas ? Je suis pas ce que tu veux dire. J'ai pas compris. On a un vieux film dans lequel on n'a plus que l'image. A posteriori, on peut recréer une bande son qu'on va coller au film, et le film aujourd'hui existe de cette manière-là, tu vois. Mm-hmm. On pourrait pas avoir un vieux film dans lequel en fait seul le son a subsisté et recréer une image qu'on collerait à ce truc en disant c'est le même film. En vrai, pourquoi pas, hein. Mais non, parce qu'on dirait pas que c'est le même film. Non, mais bah oui, mais là, on saurait pas. Et comme là, on sait pas. C'était pas le même film, peut-être avec une autre bande originale. Au final, ce que tu vois aujourd'hui, c'est pas le même film que ce qui a été fait de base, parce que c'est pas la bande son originale. En fait, les deux, ils sont forcément obligés d'être ensemble, tu vois. Si tu veux vraiment avoir le film comme il a été fait, genre t'es obligé d'avoir les trucs de base. Je suis d'accord, mais sauf que justement, bref, le débat il est trop long et. Non, mais ça reste intéressant. Je pense qu'on s'entendra pas en gros là-dessus et on risque de beaucoup se répéter. Mais genre c'est un truc où je sais pas moi, la première projection qu'il y a eu de film avec un joueur de pianiste qui a joué en live, tu l'as jamais entendu. Parce que c'était sur le moment. C'est vrai. Oui, ça on est d'accord. Mais du coup, ça veut dire que. C'est sûr qu'on a perdu un truc, ça c'est sûr. Mais du coup, c'est-à-dire que même si tu le revois plus tard et que ça dit bande originale, tu t'auras quand même pas vu l'œuvre de base. Tu vois ce que je veux dire ? En tout cas, pas dans les conditions dans lesquelles elles étaient. Voilà. Sauf si on invente une machine à voyager dans le temps, et puis on y va tous ensemble. Qui sait. Non, t'as encore des trucs à dire parce que ça faisait un bon pont vers nos focus, mais. Ouais, mais malheureusement j'ai encore des choses à dire. Okay. C'est pas grave. J'ai pas mal de choses à dire parce que le cinéma muet est un véritable reflet de son époque aussi. Ça va être donc 1908, mais c'est surtout après-guerre, après la Première Guerre mondiale, qui va être un véritable divertissement qui va faire oublier les horreurs de la Première Guerre mondiale et va connaître une évolution monstrueuse, que ça soit dans les techniques que dans les théories. Et, excusez-moi, je reprends un peu mes notes. Voilà, le monde va de plus en plus vite et le cinéma ne fait pas exception, etc. à l'époque. Et ça va être gorgé d'idées, en fait. Le cinéma, à cette époque, c'est vraiment impressionnant dans la façon de raconter des histoires, de filmer, de créer des émotions et surtout de monter les images entre elles. Le montage va être très important à ce moment-là parce que, du coup, comment on va créer des longs métrages et tout, ça va être vraiment à ce moment-là qu'on va tout réfléchir, comment créer un film et comment créer une histoire à travers des images qu'on va monter entre elles. Et donc là, il y a deux théories du montage qui vont s'opposer à l'époque. Le montage américain à la D.W. Griffith, qui grosso modo correspond à un montage d'images pour créer une histoire, et les théories de montage soviétique, à la Eisenstein, où le montage d'images, les unes derrière les autres, doivent servir à créer une idée, avec une métaphore et tout. Et c'est à ce moment-là qu'on va notamment théoriser ce qu'on appelle l'effet Kouliachov. C'est le cinéaste Kouliachov et tout. Filmer un visage souriant, puis filmer un élément. Et en fait, de là va partir notre idée de ce qu'on fait de ce visage. Par exemple, le visage sourit et voit un enfant affamé. On va
ça va exprimer la pitié et tout, etc. Tu vois. Juste pour revenir, tu as parlé de l'avant-garde soviétique avec Eisenstein. Pour ceux que ça intéresse, j'en profite pendant que j'y pense, parce qu'on c'est pas la première fois en plus qu'on conseille la chaîne. Il y a Cinéma et Politique qui a fait une superbe vidéo sur le sujet de l'avant-garde soviétique et comment parler de politique au cinéma, mais surtout, aussi comment Eisenstein pensait le montage, avec par exemple l'exemple du film Strike, la grève. La grève, Où, alors c'est un spoil, attention, je vais spoiler la grève. L'image de fin qui est une tuerie en gros des tsaristes contre les grévistes, où en fait il a apposé, Eisenstein s'est dit je veux pas feindre la mort, je veux pas que mes acteurs jouent la mort, ça ne fait pas sens, c'est pas crédible, le cinéma c'est pas ça. Et donc en fait ce qu'il a fait, c'est qu'il a filmé les tsaristes en gros qui attaquaient et qui fusillaient, et il a collé cette image avec une image d'abattoir. Et il a trouvé que ce montage-là faisait plus de sens plutôt que de filmer simplement quelqu'un qui fait semblant de mourir sur un champ de bataille. Et donc c'est là qu'on voit ce concept d'idée de rajouter, de mettre donc les gens qui tirent, les images d'abattoir, et tout de suite on comprend. On se fait une idée. Mais du coup la vidéo est super bien, donc je vous conseille d'aller là. Voilà. En fait, on se fait une idée par métaphore. Exactement. Non, moi je voulais revenir vite fait sur l'effet Kuleshov, parce que c'est pas exactement ça. C'est que tu vas avoir plutôt un visage neutre. Oui, plutôt neutre. Et que si tu l'associes à une image joyeuse, tu vas avoir l'impression que ton visage il souriait et qu'il était joyeux, alors que si tu l'associes à une image négative, tu vas avoir l'impression qu'il est triste. Effectivement, c'est plus dans ce Il y a pas un truc comme ça aussi qu'un couteau, en mode tu montres un couteau. Et celui d'un visage neutre, c'est ou d'un gâteau, et tout de suite, voilà. C'est ça, en fait. L'idée, c'est complètement l'idée. Mais je vous intéresse vraiment à vous intéresser à l'avant-garde soviétique, à Eisenstein. C'est passionnant, mais c'est trop long. En fait, vraiment, le montage soviétique, c'est vraiment impressionnant. Et tu te rends compte qu'aujourd'hui encore, en fait, on s'en sert énormément de ces théories. C'est le pilier du cinéma. C'est vraiment, Eisenstein, c'est vraiment le pilier du cinéma. Sans aussi minimiser l'apport que Griffith a fait avec son montage à l'américaine, de monter les images pour créer une histoire. C'est très intéressant aussi, mais Eisenstein va bien plus loin, et même, j'ai envie de dire, va plus loin aussi dans un aspect poétique que j'aime beaucoup, moi. Oui. Est-ce que, d'une certaine manière, l'avant-garde soviétique et l'expressionnisme allemand, ce ne serait pas vraiment, on va dire, les plus grandes influences, en tout cas à cette période et même aujourd'hui, du cinéma Complètement, ouais, j'allais y venir à l'expressionnisme allemand, parce qu'en fait... Attends, je peux te couper. Ouais. Juste pour l'effet, j'ai oublié le nom. Kuleshov. Cherchez sur YouTube si vous voulez vraiment voir de quoi on parle. Oui. Il y a des vidéos. Je crois qu'il y a vraiment une vidéo où ça montre vraiment. Oui, il y a la vidéo Kuleshov, voilà. En fait, tout simplement, qu'il avait filmé. Elle est pas très longue, donc vraiment allez-y, c'est très intéressant. Et l'expressionnisme allemand, du coup, j'allais en parler, parce que à tout ça, notamment le montage soviétique, je voulais rajouter, moi, le jeu de l'espace, qui est super important dans le cinéma muet. Je trouve ça fascinant combien l'espace du cinéma muet est un véritable... L'espace filmique qu'on filme est un personnage à part et va servir à l'histoire, aux acteurs, mais aussi aux propos du film. Et je pense aux films notamment comiques, burlesques, de Chaplin, Keaton, Lloyd. C'est fou comment l'espace sert au gag. C'est vraiment... t'as la caméra fixe et t'as les personnages qui vont et viennent dans cet espace. Je trouve qu'on n'a plus trop ce rapport-là à l'espace filmique qu'il y a aujourd'hui. Et c'est impressionnant, ça crée des gags qui sont universels, qui sont encore très drôles aujourd'hui. Très très fort, quoi. Moi, j'aime beaucoup. Et justement, l'expressionnisme allemand va créer des décors impressionnants et qui vont servir aussi le propos de leur film. Je pense à Caligari avec ces espaces complètement tortueux et complètement fous qui vont ramener la folie du personnage. Nosferatu qui va servir vraiment cet aspect gothique et tout. C'est assez fascinant. Et pour finir avec tout ça, justement, le montage, l'art de filmer le cinéma muet, j'ai une autre citation d'André Bazin, toujours dans Qu'est-ce que le cinéma. Donc, pour ceux qui veulent, c'est son article « L'évolution du langage cinématographique ». Donc, dans Qu'est-ce que le cinéma, il dit « Résumons-nous. Tant par le contenu plastique de l'image que par les ressources du montage, le cinéma dispose de tout un arsenal de procédés pour imposer au spectateur son interprétation de l'événement représenté.
À la fin du cinéma muet, on peut considérer que cet arsenal était au complet. Le cinéma soviétique, d'un côté, a poussé à ses dernières conséquences la théorie et la pratique du montage, tandis que l'école allemande a fait subir à la plastique de l'image, décor et éclairage, toutes les violences possibles. Certes, d'autres cinémas comptent alors que l'allemand et le soviétique, mais que ce soit en France, en Suède ou en Amérique, il ne semble pas que le langage cinématographique manque de moyens pour dire ce qu'il a à en dire. Si l'essentiel de l'art cinématographique tient dans tout ce que le plastique et le montage peuvent ajouter à une réalité donnée, l'art muet est un art complet. C'est très... Je finirai sur cette citation de Bazin, que j'aime beaucoup. Non, le livre s'appelle comment ? Qui résume. Qu'est-ce que le cinéma ? Il nous le dit pas, lui, ce que c'est, du coup Et non, c'est une compilation d'articles que André Bazin, donc critique et journaliste de cinéma, a fait. Compilation d'articles du Cahier du cinéma, de plein de revues cinématographiques. Et qui est génial, c'est un peu la Bible pour tout cinéphile, pour toute analyse de cinéma, lisez-le. C'est vraiment très très bien. Étonné en vrai que tu parles pas de la nouvelle vague et du rapport au son. Après c'est pas le point, c'est pas le sujet, c'est le muet. Mais vu qu'on a fait un grand aparté, je trouve ça marrant du coup qu'on n'en parle pas. Bah après c'était pas trop le sujet effectivement. Oui, c'est vrai. Effectivement, ils ont vraiment remis en question le son. Bah oui, justement ils ont un peu remis en question le son par rapport justement à l'importance de l'image et tout. Qu'est-ce que tu dois raconter ? Mais ils ont aussi remis en cause le montage aussi, tout le travail du montage. Vraiment. Mais allez écouter notre épisode sur la nouvelle vague de la saison 2, en vrai, on en parle. C'est vrai. J'ai un peu terminé ma présentation du muet. Effectivement, on s'est plus concentré sur le son parce que c'est effectivement ce qui importe le plus. Bizarrement, quand on parle de muet, c'est le son qui revient souvent. Et c'est surtout que le cinéma muet, on connaît tous à peu près ça. C'est un cinéma qu'on a plus ou moins tous vu, qui est assez universel, qu'on nous apprend à l'école, dans les cours d'histoire. On nous montre souvent des Chaplin, etc. Parce que c'est une véritable révolution dans nos vies quotidiennes et tout. Au final, sans ce cinéma muet, on serait encore à écrire des livres. Je sais pas ce que je dis. À se divertir autrement, on va dire. Et voilà quoi. Et voilà. Je vous propose qu'on passe au focus. Ouais. Oui. On va commencer par celui de Frigo. Qu'est-ce que tu nous as préparé ? Quel est ton focus, Frigo ? On a déjà beaucoup parlé de son. Ouais. Pourquoi ne pas continuer ? Non, en fait, en vrai, je pense que j'ai un point quand même assez court et au final qu'on a quand même abordé. Mais du coup, comme lui l'a dit, il y avait souvent des personnes qui jouaient du coup du son pendant les diffusions des films qui étaient au cinéma, où il y avait les bonimenteurs du coup qui narraient un peu l'histoire, etc. Ce qui fait que il y a que de l'image. Ce qui fait qu'en général, beaucoup de films muets sont disponibles sur YouTube ou ailleurs. Ils sont avec des bandes-son catastrophiques. Parce qu'il y a vu que ces films sont très anciens, ils ont, entre guillemets, je crois qu'ils ont plus de droits d'auteur, pas entre guillemets, juste... Ils sont tombés dans le domaine public, ce qui fait que n'importe qui, en fait, peut remettre ce film sur une plateforme, mettre le son qu'il veut, et que ce soit à la portée de tout le monde, ce qui fait que... j'arrive pas à retrouver le nom du film, Metropolis, est visionnable avec des bandes son, par exemple, catastrophiques, mais genre t'as envie de t'arracher les oreilles tellement c'est chiant à mourir, ce qui fait que le son est pas bien, ça t'endort. Je vais faire une passe décisive à Pauline, mais tu n'arrives pas à te concentrer sur ce film. Non, en vrai c'est vraiment un petit point, mais je sais que c'est un truc qui du coup est super chiant, parce que tu peux pas revivre en fait l'expérience qui était sur le moment. Et même il y a pas beaucoup de projections, je pense, de films muets où il y a des gens qui jouent actuellement, peut-être des ciné-concerts du coup, mais genre, il y en a tous les dimanches à l'Institut Lumière. Voilà. Et je le savais pas. Mais du coup, allez-y. C'est intéressant ce que tu dis, parce que j'ai ça aussi avec l'image. Il y a en fait, comme les films muets sont dans le domaine public, il y a souvent des éditeurs qui vont prendre les films muets, mais en très mauvaise qualité et avec un son horrible, pour les exploiter en DVD et tout. Et je me souviens très bien d'un ami à moi qui avait pris le mécano de la Générale de Buster Keaton. On l'a regardé et c'était horrible. Pourtant, je sais que apparemment c'est un très bon film, mais j'ai détesté le film à cause du son qui était à chier.
mais genre vraiment la musique elle était horrible, ça collait pas du tout, enfin rien ne collait, et l'image était dégueulasse, toute rose. On sait pas pourquoi. Donc du coup c'est un peu intéressant ce que tu dis avec le son, mais il y a aussi ça avec l'image, comme c'est dans le domaine public et qu'on peut un peu récupérer tout et n'importe quoi de ces films. Les gens font un peu tout et n'importe quoi avec ces films pour l'exploitation vidéo, quoi. Ce qui fait aussi que... Vas-y. Mais ça permet quand même d'avoir accès à la majorité des films de cette époque-là sur YouTube, sans aucun problème, parce que là on parle... Oui, c'est sûr qu'il y en a plein qui sont mal, avec des mauvaises versions, avec des mauvaises bandes son, etc. Mais quand même, en général, la grande majorité de ces films-là, quand on les cherche sur YouTube, on arrive quand même à les voir dans des conditions assez bonnes. Donc c'est quand même des films aussi vieux, justement, je trouve. D'avoir encore des traces de ça, c'est vraiment quand même super bien. Aussi accessible, quoi. C'est ça, c'est vraiment se dire sur YouTube. C'est... Ouais. Mais du coup, ce qui relève quand même un truc, c'est que du coup, le fait d'avoir souvent des bandes son hasardeuses te change aussi totalement le sentiment de ce que tu regardes. Et ça peut être vraiment super chiant d'avoir une musique de fête foraine sur quelqu'un qui meurt dans un film, tu vois. Je pense que sur un film muet, il vaut mieux pas avoir de son qu'un son dégueulasse. Franchement, si des personnes veulent se lancer dans le muet et que vous y regardez sur YouTube, les 3/4 du temps, mutez le son. Vous aurez une meilleure expérience. Sur YouTube, il y a souvent écrit d'où vient le son, par qui il est composé, etc. Ça permet quand même d'avoir une idée de... Parce que par exemple, il y a des gens qui sont spécialisés, des compositeurs qui sont spécialisés dans la composition de films pour des muets. D'accord. Ok, je savais pas ça. Alors, je l'ai appris il n'y a pas longtemps sur un film où j'ai vu bande son faite par Silent Composer en Inde. Donc en fait, le gars, c'est sa spécialité, c'est de regarder les muets et faire une bande son qui colle. Ok, donc, ça c'est cool. Il semblerait que ce soit un métier. Cool. Voilà. Ok. Voilà, j'ai à peu près tout fini du coup, moi, sur mon focus. Et effectivement, ça enchaîne pas trop mal avec le mien. Alors, quel est ton focus, Paul ? Alors, mon focus, c'est un peu une réflexion, / question rhétorique, / je sais pas trop où ça va m'emmener. Pauline est devenue poète. Voilà. Mais en gros, donc tu parlais du fait que qu'on n'avait pas de son sur la plupart des films parce que c'était joué en direct, improvisé, etc. Donc on n'a pas de bande originale. Et moi, par exemple, quand j'ai vu La Passion de Jeanne d'Arc, comme j'ai dit tout à l'heure, je l'ai vu sur une version sans son, parce qu'on n'avait pas le son original. Et en dessous, il y avait des commentaires en mode « Ouais, je vous conseille de le regarder avec telle musique en fond, ou tel orchestre symphonique, ou je ne sais quoi en fond, parce que ça passe bien avec. » Du coup, ça entame un peu mon questionnement, on va dire, en mode est-ce que j'ai vraiment besoin d'avoir un accompagnement sonore pour apprécier le film ? Et c'est un questionnement qui s'est renouvelé avec un film de Stan Brakhage qui s'appelle, j'en ai déjà parlé dans un autre épisode, je sais plus lequel, peut-être documentaire, qui s'appelle The Act of Seeing with One's Own Eyes ou un truc comme ça, qui est un documentaire qui se passe dans une salle d'autopsie. Ah oui, c'est un docu. Voilà. Et en fait, Brakhage, c'était son intention artistique de n'avoir aucun son. Parce que il estime qu'il y a un côté un peu voyeuriste déjà à aller filmer des autopsies, et donc rajouter du son en mode pour créer quelque chose autour de ces images et qui te guide un peu ce que tu dois ressentir, il trouvait ça déplacé. Donc il n'y avait pas de son sur ce film, et quand je l'ai vu sur YouTube, moi je l'ai vu avec une bande sonore rajoutée. Et un truc un peu en orchestre symphonique, pareil, un peu des violons et tout, des trucs sympas. Et du coup, je trouve ça encore plus questionnant quand là, c'était vraiment une intention artistique de ne pas mettre de son. Est-ce qu'on a vraiment besoin de son pour réussir à regarder un film ? Et en fait, j'ai l'impression que ça a beaucoup de liens avec notre distractibilité et notre rapport à l'ennui devant un film. C'est que si on n'a pas de son, on est beaucoup plus vite distrait. Et regarder un film, là, ça fait 32 minutes ou un truc comme ça. Le Brakhage, c'est pas non plus hyper long. Mais t'as l'impression que pour beaucoup de monde, c'est insoutenable de regarder 32 minutes d'images sans son. Et en vrai, je me pose vraiment la question de si c'est possible d'y arriver, parce que moi-même, je pense que... Enfin, j'ai appris qu'il était pensé sans son après l'avoir vu avec du son. Mais je pense que moi-même, j'aurais eu énormément de mal. Déjà que je me distrais devant un film avec du son.
Mais j'aurais eu énormément de mal à regarder les 32 minutes sans son. Et je sais pas vous, en fait, je sais pas si pour vous c'est une composante vraiment qui va aider à se concentrer, si c'est lié à notre génération ou pas, ou que c'est un peu universel. Après, il y a toujours eu du son en fait devant les films, comme on l'a dit. Donc je pense qu'il y a... là, non, dans l'exemple. Non, mais historiquement, enfin, je veux dire, on a toujours accompagné les films de musique, même quand c'était une musique jouée en direct, pour couvrir d'autres bruits. Donc, en l'occurrence, en film muet, c'était le bruit de la caméra. Et du coup, je pense qu'on est très habitué à ça. On a été habitué au son tout le temps, toute notre vie. Enfin, moi, je sais que j'aime pas être dans le silence, donc voilà. Après, chacun ses trucs, mais et du coup, je pense que c'est un peu ça, tu vois. C'est sans son, on est beaucoup plus distrait par les bruits alentours. Et on n'est pas concentré parce que du coup, on regarde en plus des images qui bougent sans rien. C'est un peu bizarre. Tu vois, je pense qu'il y a un peu un truc aussi philosophique en mode que on sait moins bien quoi penser. Parce que le son, il est quand même beaucoup utilisé pour appuyer l'image et tu vas provoquer des sentiments par le son. Et justement, le but de Braquage, c'était de provoquer aucun sentiment avec du son. L'interprétation libre. Pour que toi, tu arrives directement. Et en fait, en ayant du son, effectivement, moi, ça m'avait gêné un peu dans ce film. J'avais l'impression que c'était suresthétisé, alors que c'était des autopsies, tu vois. Et en fait, je pense que le son a beaucoup joué dans cette impression, parce que quand t'as des petits violons et tout, en même temps qu'un mec il est en train de découper un corps, forcément, c'est un peu gênant. Et du coup, j'ai l'impression qu'il y a un peu ce truc aussi, un peu plus philosophique, on va dire, de toi, tu dis que t'aimes pas être sans son, ou quelqu'un devant un truc qui met pas du tout mal à l'aise va se retrouver mal à l'aise s'il y a pas de son, tu vois. Et du coup, avoir une impression différente du film, enfin, je sais pas. Après, je sais pas, je pense aussi que en vrai, actuellement, on est quand même il y a tellement d'images et de trucs qui bougent autour de nous, ce qui fait qu'on est aussi habitué à, je sais pas moi, TikTok, Instagram ou ce que tu veux, avec des formats extrêmement courts où le montage il est ultra dynamique, il y a beaucoup de sons, le son il est fort. Ce qui fait que maintenant, je sais pas moi, te poser devant même 30 minutes, mais je veux dire genre 1h30 sur un film qui a aucune bande sonore, par le flux d'infos que t'as constamment, genre c'est super dur, tu vois. Déjà que 1h30 devant un film tout court, des fois c'est compliqué. Oui, je suis d'accord, mais je veux dire, en dehors du fait que peut-être tu t'endors devant, moi je te parle vraiment en termes d'attention, genre, ça va tellement pas assez vite que tu te détaches parce que... Est-ce que le son ne serait pas aussi là pour couvrir le bruit de nos pensées, en plus du bruit de la caméra? C'est beau. Et elle est devenue vraiment poète, hein. C'est Paris, ça a changé. Ouais. T'en penses quoi, toi, Deka? Oui. Je sais pas. Enfin, c'est quoi exactement la question? Il était parasité par le bruit de ses pensées. En gros, est-ce que tu penses que un film sans aucun son, même si du coup c'est sûrement ce que tu as fait, c'est quelque chose que tu arrives à faire, ou c'est vraiment quelque chose de très très compliqué? Très dur. Et toi, par exemple, quand t'as vu La Passion de Jeanne d'Arc, t'as dit que t'avais vu la version sans son. Est-ce que t'as mis un truc en fond ou pas? Non, j'ai rien mis en fond. Ok. Mais c'était long. Bah oui. Ouais. C'était. J'étais tout seul avec Véronique Sanson. Et. Elle est bonne. Il fallait qu'il la calque quelque part. Ça fait vraiment elle est bonne, une heure, je n'apprends que ça. Je me retire. Franchement, elle est bonne. Merci. Et non, c'est long. Non, c'est long. Mais. Est-ce que t'as aimé le film? Oui. Mais du coup, ça a joué sur ton appréciation du film, non? Oui. Et là, je me dis, ce genre de film, pour le coup, c'est un film que j'aurais eu besoin de voir au cinéma, parce que le cinéma m'aurait cadré. Là où chez moi, mon téléphone est trop près de ma main. Alors, sache que moi je l'ai vu avec le son, même, j'aurais préféré aussi le voir au cinéma pour le cadre. Mais ça, sur tous les films muets, en vrai. Mais en fait, sur tous les films. Ouais. En vrai, il y a tous les trucs sur le cinéma. Est-ce que c'est mieux de voir au cinéma et à la maison? Et bon, en fait, on s'en fout un peu. Mais pour moi, vraiment, l'apport vraiment du cinéma, autre que le grand écran, c'est vraiment le fait d'avoir un cadre qui te pousse. À te concentrer. Psychologiquement à te concentrer en fait. Mais pour moi c'est ça le plus d'ailleurs Deka, tu voulais pas nous parler d'une petite technique pour que les spectateurs se concentrent imaginée par les Japonais? Ah bah oui. Alors je sais pas si c'est imaginé par les Japonais. Oh, cette passe décisive. Ah ouais, c'était très bien. C'est quand même du coup on va passer à mon focus. Et c'est du kung-fu ou quoi? Waouh. D'ailleurs Shaolin Soccer. Il faut écouter notre épisode sur le sport, deuxième épisode de la saison 2. Oui. Peut-être un des moins écoutés. Vous n'aimez pas le sport, vous êtes des films. Après, il y avait un film hilarant. Oui. Ah, peut-être aussi ça a joué. Ah ouais, ça a joué.
Ne parlons pas de trauma. Alors du coup, je vais évidemment parler du Japon. Hein, ça va étonner personne. Quand on va parler de fantômes, je vais parler des jeux du Japon. Quand on vous parle, voilà. Donc là, je vais parler du Japon. Je fais juste un petit aparté, mais le cinéma muet, c'est vrai que j'ai parlé que Amérique et soviétique, mais le cinéma muet a un peu transpercé le monde entier. Hein, vraiment, on trouve du cinéma muet un peu partout. Et d'ailleurs, j'ai résisté à l'envie de couper parce que je sais qu'on allait arriver après. Quand tu disais que le cinéma muet se situait grosso modo entre... Alors, tout de suite, on donne les dates. 1908 et la fin des années 20, ouais. Eh ben, c'est pas le cas au Japon. Oui. Et alors, j'ai choisi de parler de Japon, c'est pas juste parce que j'en ai parlé du Japon comme j'aurais pu parler de n'importe quel pays, c'est que pour le coup, le Japon a vraiment une histoire particulière avec le muet. Et je pense que ça doit être un des pays, en tout cas de ce que je sais, qui s'est le plus attaché au muet et qui a été le plus réfractaire au parlant de tous les pays. Et du coup, il y a plusieurs raisons qui font que le cinéma japonais a pris autant de temps à vraiment se mettre au parlant. Et la première, c'est que, alors tout à l'heure, Louis parlait un peu je crois que tu en as parlé un petit peu de l'iconisation de certains acteurs à l'époque, aux États-Unis, etc. Il faut savoir qu'au Japon, le principal icône du cinéma à cette période-là, donc on va dire pré-35, c'est le ou la Benshi, je sais pas, les Benshi, on va dire, les Benshi. Et alors, qu'est-ce que les Benshi ? Du coup, c'est un peu... Non. Donc, B-E-N-S-H-I, c'est en gros ce que tu disais, les bonimenteurs, un peu. Ouais. Et sauf que au Japon, c'est vraiment central. C'est-à-dire que, alors, pour expliquer, un film va être tourné, voilà, film muet. Il va y avoir des intertitres quasiment dans la majorité, ou pas dans certains, mais bon, en général, c'est quand même 95%, je pense qu'ils en ont. Et il y a quelqu'un, son métier, c'est d'être alors, je sais pas si c'est enregistré. Je pense que c'est pas enregistré. Donc, non, je dis des conneries. Non, pardon, excusez-moi, je m'embrouille. Mais c'est d'être en fait dans la salle, à ce moment-là, de la représentation, et de commenter l'image. Donc, il va faire les dialogues, il va lire les intertitres, et il va juste commenter, faire rajouter un petit peu tout ce qu'il a envie de dire. C'est un peu un clown, quoi, on va dire. C'est un peu un clown, mais il faut savoir que vraiment, on parle de dictature des Benshi à cette époque. C'est dans le sens où ils ont vraiment la mainmise sur le marché. C'est vraiment eux les stars. Les gens vont presque plus voir des films pour le Benshi que pour le film. Ok, d'accord. Ils ont une influence qui est vraiment majeure, c'est assez abusé. Mais leur texte, il est préparé ou ils improvisent ? Non, je crois qu'ils improvisent. Je pense qu'ils connaissent bien le film. C'est un peu comme une représentation de théâtre, quoi. Ils disent ce qu'ils voient, ils font des commentaires. Après, en général, c'est quand même très descriptif. Ouais. Enfin, en tout cas, celui que j'ai vu, parce que du coup, un qui est disponible encore sur YouTube de films avec les Benshi, c'est le fil blanc de la cascade de Mizoguchi. Donc du coup, par contre, il y a une image absolument horrible et qui est disponible alors en muet avec une Benshi femme et avec un Benshi homme. Donc vraiment, on a ça permet de voir deux types de Benshi différents, deux personnes différentes. Et donc du coup, même si vous voulez, sans voir le film, voir une idée de ce que c'est, vous pouvez aller voir sur, vous mettez, alors peut-être pas le fil blanc de la cascade, vous allez peut-être pas le trouver, mais The Water Magician, enfin magicien de l'eau, quoi. Ouais. Et vous allez trouver ces plusieurs versions avec une femme, avec un Benshi, etc. Donc voilà, il faut savoir qu'il y en a que c'était vraiment des stars. Et donc, en tout cas, celui que j'ai vu, c'était assez descriptif, mais il faut savoir que des fois, ils faisaient quand même des commentaires, ils faisaient quelques critiques. Et donc, en gros, il y a 3 raisons qui font que les Benshi ont vraiment duré dans le temps. Alors, il faut savoir que mes infos, je les tire du livre Le cinéma japonais de Max Tessier, et qui a été d'ailleurs actualisé plus tard par Frédéric Monvoisin, qui est un livre très sympa si vous voulez avoir une bonne vision du cinéma japonais dans son ensemble. Des éditions Focus Cinéma. Ouais, exactement. Donc, c'est très très bien. Et en gros, alors il dit qu'il y a 3 raisons du maintien des Benshi. Donc le premier, c'est que c'est une corpo qui est très forte. Ils n'hésitent pas à faire des grèves quand ça va pas dans leur sens. Ils ont vraiment une mainmise sur le marché qui est très importante. Ah oui, ils sont syndicalisés, quoi. Ah ouais, non mais attends, les Benshi, c'est vraiment... C'est-à-dire qu'ils étaient plus forts que les boîtes de prod. Et ben, en gros. En fait... Donc les boîtes de distrib, je sais plus... Non, les boîtes de production, en fait, à ce moment-là, au Japon, t'as la Nikatsu, c'est la première, si je dis pas de bêtises, boîte de prod qui est créée, donc qui est très importante. En fait, c'est vraiment un monde spécial, le Japon, à ce moment-là, en cinéma. Plus que... Enfin, il a vraiment ses spécificités, on va dire. Et par exemple, les boîtes de prod, elles sont très puissantes. T'as donc du coup la Shoshiku, qui est celle où Ozu a travaillé la plus grande partie du temps, mais en tout cas dans toute sa période muette. Mais par exemple, au Japon, un réalisateur appartient plus ou moins à un studio.
tu peux pas aller de studio en studio, c'est assez mal vu, c'est un peu une trahison. T'as presque un mercato des réalisateurs, mais vraiment, c'est-à-dire que t'as certains studios qui arrivent pour essayer de démarcher les réalisateurs pour les faire venir chez eux en leur promettant certaines choses, etc. Un peu comme le système hollywoodien des années 50, quoi. Alors ça, je sais pas. Je ne connais pas, mais... Regardez Ave César des frères Cohen, vous verrez très bien de ce que je parle. Ok, bah ouais, du coup, c'est vraiment comme ça. Et donc, mais par exemple, tu peux pas réaliser ton film comme ça. Tu dois arriver dans un studio, faire tes échelons tranquillement, devenir assistant réalisateur, et au bout d'un moment, on va te donner la réalisation d'un film. Mais c'est vraiment très... hiérarchisé, quoi. Ouais, vraiment. Et est-ce qu'il y avait des films qui étaient faits pour des banshees en particulier ? Ça, je sais pas. Ok. J'ai pas la réponse, je peux pas te dire. Mais donc du coup, est-ce qu'ils ont plus, en tout cas, directement dans leur contact au public, oui, parce qu'ils sont directement proches. Et puis, comme je te dis, les gens vont les voir pour eux, et ils vont pas voir les films, je pense, pour les studios. Ils vont vraiment voir les films. En tout cas, ça arrive pour le banshee parce qu'il est charismatique, etc. Tu vois. Et donc voilà. Le deuxième élément qui fait que les banshees ont duré longtemps, c'est la censure. C'est qu'en fait, le Japon se dit bon. Regarder tous les films et faire attention à ce qui est dans tous les films, c'est trop chiant. En fait, on va juste aller regarder et censurer les banshees directement. Et pour eux, c'est plus simple de censurer un banshee que de censurer tous les films un par un. Donc voilà. C'est pour ça que, par exemple, quand les films au Japon vont passer au parlant, il va y avoir décrété qu'un film ne peut pas faire plus de, je sais pas, on va dire 1h30, parce que c'est trop long à censurer, à tous la regarder, c'est chiant. Alors que directement, mettre la censure sur le banshee, c'est beaucoup plus simple. Et puis, il y a le matériel. C'est beaucoup plus simple d'avoir un gars qui est là, qui parle, que d'avoir tout un système son dans ta salle. Donc voilà. Donc ça, c'est vraiment les trois aspects. Mais du coup, qu'est-ce qui a fait que les banshees, ils ont petit à petit... Je me suis mis en Scatman, mais petit à petit disparu. Mais d'ailleurs, je crois qu'au Japon, il y a encore genre un peu des rétro ciné-clubs qui existent, où tu peux aller voir des films avec des banshees. En tout cas, je sais que ça existait jusqu'en 70, aujourd'hui je sais pas. J'imagine qu'il doit y en avoir au moins un à Tokyo, qui doit faire une séance de temps en temps avec un banshee. En vrai, si aujourd'hui il y a encore des ciné-concerts muets, il doit bien y avoir des... Oui, c'est ça. Oui, c'est sûr. Mais donc du coup, il y a eu un tremblement de terre au Japon. Alors j'ai été bête, j'ai pas noté l'année. Un vrai tremblement de terre ? Un vrai tremblement de terre ou un... Non, un vrai. Ouais, genre c'est pas une expression, quoi, en gros. Non, okay. Un vrai tremblement de terre qui a détruit... En fait, par exemple, le Japon, c'est un des pays les plus prolifiques en termes de production de films à cette période. Mais quasiment tout est perdu. Par exemple, Mizoguchi, qui a fait, 70, 80, 90 films, aujourd'hui, il nous en reste une cinquantaine. Quasiment la moitié est perdue. Et le muet, on a perdu énormément de films japonais. Alors bon, il y a tout un travail des autorités sur place et des ministères de la Culture, des cinémathèques, etc., pour arriver à remettre au goût du jour ces films. Mais du coup, il y a eu ce tremblement de terre qui a fait qu'à ce moment-là, donc la Shoshiku, la Nikkatsu, etc., ont perdu leurs films, ont perdu leur matériel, et ont quasiment tout perdu. Et ça a failli quasiment être un arrêt dans le cinéma japonais. Et donc, à cette période, il n'y avait pas d'autre choix, il a fallu importer du film. Et donc, on importe des films, et on importe des films qui commencent à être parlants. Le Japon n'a pas envie, mais quand les gens commencent à voir qu'il y a du parlant partout, ils sont en mode, bon, nous aussi, on veut du parlant, ça commence à être un peu caduque, cette affaire, c'est chiant, tu vois. Le premier film parlant, pourtant, il arrive quand même... en fait, non, il arrive quand même assez tard, il arrive en 1931. Ah oui. Au Japon, alors il y a plusieurs titres, c'est Mon ami et mon épouse ou La voisine et mon épouse, il y a comme un peu un truc comme ça. C'est un film qui est assez sympa. En fait, il s'est dit bon, je vais faire un premier film parlant, donc je vais juste faire ma voisine qui parle fort chez elle. Chez moi, il y a du bruit partout. En fait, il y a juste du bruit partout, c'est une cacophonie. Il s'est dit bon, quitte à ce que ça parle, je vais mettre du bruit partout. Du coup, c'est quand même assez intéressant. C'est qui le réel, tu sais ou pas? Ouais, c'est Inosuke Gosho. Ok. Voilà. Et donc, pareil. Il y a eu une vraie réticence vis-à-vis de la lourdeur technique, comme je disais tout à l'heure, pour filmer, c'est chiant d'avoir tous ces trucs, etc. Donc, après que ce soit devenu parlant, je dirais à partir des années 35, là, ça commence vraiment à devenir parlant. C'est d'ailleurs la Shoshiku qui pousse pas mal à ça. Et d'ailleurs, j'en parlerai en partie 2 beaucoup de la Shoshiku et d'Ozu. Je tease un peu. Mais du coup, le son était là, mais il était vraiment pas du tout pris en compte jusque dans les années 50, 60. Ils en avaient vraiment pas grand chose à foutre du son, quoi. C'est vraiment à partir des années 50, 60 qu'on commence à vraiment faire attention au son. Avant, il est là parce qu'il faut faire du parlant et qu'il doit être là, mais on s'en fout, quoi. Une question sur les banshees. Est-ce que ça viendrait pas aussi un peu d'un héritage du théâtre japonais ?
En fait, chaque pays va puiser le cinéma d'un autre art. Oui. Et par exemple, si je dis pas de bêtises, la France, c'est beaucoup de la littérature. Je crois que c'est ce qu'il dit dans le livre. Et au Japon, c'est vraiment le théâtre. C'est le kabuki, qui est un style de théâtre japonais. Et donc, peut-être que ça joue beaucoup. Honnêtement, je ne saurais pas te dire. Mais en fait, le Japon, comme je te dis, il a vraiment son truc très spécial. C'est que du coup, il se base vraiment sur le kabuki. Par exemple, dans le kabuki, les personnages féminins sont joués par des hommes qui sont déguisés en femmes. Avec les masques et tout. Et ça, mais c'est un truc qui a pris énormément de temps à évoluer. Et d'ailleurs, Kinugasa, qui est le réalisateur de Une page folle, ou Crossroads, je sais pas le nom en français du film, je sais même pas s'il y en a vraiment un, ou plus tard Les portes de l'enfer. Donc pour le coup, Page folle, c'est un film japonais muet très réputé, très expérimental, sans scénario, sans intertitres, donc très très spécial. Et ben lui, c'était alors j'ai plus le nom de ces acteurs qui jouaient des femmes, et par exemple il a lutté pendant longtemps contre l'arrivée des femmes dans le cinéma, parce que pour lui c'était c'est bon, les occidentaux ils font ça, laissez-les, nous c'est des hommes qui jouent ça. Bon, c'est comme l'ancien théâtre conservateur. Au Moyen-Âge, c'était ça en Europe, et puis en Chine aussi ils avaient ça avec le théâtre chinois où c'était des hommes qui jouaient les femmes. Et du coup, que ça soit pour ça et du coup pour le muet, ils ont été toujours très réfractaires à évoluer. Et c'est presque plus les réalisateurs que les studios, parce que les studios, ils étaient au bout d'un moment, comme je disais, la Shoshiku, elle allait voir Ozu, elle disait bon, écoute, c'est plus possible, il nous faut du parlant, tu vas nous faire parler. Et Ozu ne voulait pas. Et pour lui, c'était pas possible, il n'y a pas de parlant, quoi. On est sur du muet. Alors j'expliquerai, il y a des raisons que j'expliquerai en partie 2. Mais voilà. Et par contre, tout à l'heure, je posais la question de est-ce que aux États-Unis, on a vraiment les réalisateurs du parlant et du muet. C'est par contre ce qu'on remarque vraiment, c'est que au Japon, t'as pas vraiment de coupure. Les grands réalisateurs, les 3 plus grands réalisateurs du muet, c'est Ozu, Mizoguchi et Naruse. C'est aussi les 3 plus grands réalisateurs, avec Akira Kurosawa qui arrive après, mais de l'âge d'or japonais. Il y a vraiment une suite, et en fait tous les grands réalisateurs de cette période-là vont continuer dans le parlant. Alors, il y a plusieurs, je pense, explications à ça. Déjà, qu'on disait que c'est un truc très hiérarchique, donc tu pouvais pas arriver à t'imposer au niveau du quand le parlant arrive et faire tes films. On va privilégier les gens qui sont là depuis longtemps. Mais même dans la manière de réaliser le cinéma muet au Japon, alors on le verra en partie 2 avec les films qu'on a choisis, là où je trouve que le film de Pauline et Louis sont beaucoup plus inventifs, beaucoup plus spectaculaires, le cinéma japonais, je trouve que dans son muet est quand même très traditionnel déjà. Et du coup, le spectaculaire d'autres films qui a un côté un peu plus cartoon, un côté un peu plus, un peu plus folichon, burlesque, ça peut ne pas très bien passer des fois au parlant. Et c'est pour ça qu'il y a des gens, je pense, enfin ça c'est qu'une supposition, honnêtement j'ai pas l'explication, mais c'est plus dur de passer quand t'as vraiment tout ce style-là. Alors que quand t'as déjà une réalisation qui est très épurée, qui du coup fait que quand tu regardes un film muet japonais, il est sûrement plus lent, un peu plus chiant que d'autres, mais du coup quand tu passes au parlant, tu gardes à peu près la même mise en scène, t'as déjà ce sérieux qui est là, ces trucs très dramatiques, et t'es pas dans du burlesque. Donc je pense que là, c'est un peu contradictoire parce qu'ils ont eu beaucoup de mal à passer au parlant, mais je pense que dans leur façon de mettre en scène, dans leur création de films, je pense qu'il y avait vraiment un truc qui était beaucoup plus facile à parler au parlant. Après, à passer au parlant. Encore une fois, je sais, ça se trouve, on pourrait me contredire en disant que c'est pas du tout le cas. Je pense. Et après, ils ont été très conservateurs aussi. C'est pour ça ils ont gardé les mêmes, ils ont refait les films, les mêmes films quasiment, mais en parlant en fait. Oui, il y a des films qui ont été refaits. Et Ozu, par exemple. Il a fait un remake d'un de ses films muets, je crois. De 2. Ah oui, 2 même. 2 films muets, ouais. Herbe flottante, qui est un remake de, je sais plus exactement, je sais pas quoi, Herbe flottante. C'est un nom un peu plus à rallonge. Et il y a Bonjour, qui est le remake de Ghost de Tokyo. Ah, c'est le goût du thé vert, pas Herbe flottante. Non. Si, je crois. Non, le goût du thé vert, c'est pas. Alors, c'est peut-être pas Herbe flottante, peut-être que je me trompe. Si tu veux, je peux regarder vite fait. Juste là, j'ai une question, mais c'est la traduction littérale des titres ou c'est une traduction hasardeuse parce que le goût du thé vert. Non, c'est les traductions littérales, je crois. Ok, parfois. Floating Weed, alors c'est A Story of Floating Weeds, le film muet. Et du coup, qui est Herbe flottante. Herbe flottante. Je sais pas, alors, il y en a peut-être un troisième, parce que du coup, pour faire la pub, il y a la rétrospective Ozu qui arrive à l'Institut Lumière, et il passe un film muet qui s'appelle, je sais plus quoi, du thé vert. Ouais, c'est possible. Et en film parlant, le goût du thé vert, et c'est le même synopsis. Ouais, en vrai, c'est possible. Moi, je connais ces deux-là, parce que du coup, je les ai vus.
et donc je peux le dire. Les autres, je sais pas, mais oui. Et puis il y a un truc, enfin là, on parlait d'Ozu, il y a un truc qui est très cyclique, même dans ses titres de films. Même dans sa vie lui-même. Ouais, mais je crois qu'il y a été précoce, je sais plus quoi précoce, t'as tous les trucs de. Oui, non, mais c'est vrai. Et après il y a late spring, late automne. Voilà, beaucoup de trucs avec le printemps. Après t'as tous ces trucs avec le thé. T'as beaucoup. Voyage à Tokyo. Ouais, où t'as je suis né, mais j'ai été diplômé, mais j'ai machin, mais enfin il y a toujours des trucs un peu très cycliques. Ça revient très souvent. Et donc voilà. Mais Ozu, quand il passe au parlant, il a déjà, enfin je crois que dans les années 25, il a déjà 16 films, il a 25 ans, il a déjà fait 16 films. Oui, ils sont extrêmement prolifiques. Après, on en avait parlé dans. Oui, mais justement, on en avait parlé dans Fantôme, je crois, et genre, oui, il faisait que faire ça, quoi. Ouais. S'abuser. Ouais, c'est ça. Donc, on vous invite à écouter l'épisode Fantôme au passage. J'ai oublié des choses. J'avais une autre question sur les Banshees, justement. Est-ce qu'il jouait quelque part? Enfin, je veux dire, est-ce que c'était très décrit en mode jouet et très théâtral? Alors, il y a la description, mais par exemple, sur les intertitres, tu vas aller voir prendre des voix. D'accord. Par exemple, si c'est un mec bourru, ils vont faire la voix de l'homme bourru. Si c'est une femme, ils vont faire un peu une voix féminine. Ouais, ils interprètent. Ils interprètent vraiment. D'accord, ouais. Donc, et puis des fois, ils vont rajouter du dialogue qui n'est pas dans les intertitres. Il y a eu vraiment des clashs entre certains réalisateurs, certains Banshees, certains studios. Un qui disait par exemple, vous êtes en train de faire un truc trop occidental, alors ils essayaient eux de passer leurs idées contre par exemple ce que le film. Enfin, il y a vraiment tout un truc. C'est vraiment un peu une guerre aussi d'influence et de ce qu'on véhicule entre les Banshees, les réalisateurs, les studios, quoi. Qui finalement va arriver à avoir le dernier mot sur ce qui va faire passer comme message, quoi. Donc c'est intéressant. Oui, carrément. Voilà, vraiment. Mon focus. Très bien, je connaissais pas, j'ai appris les choses. Je me coucherai moins con ce soir. Je pense tous là. Hein. Oui. Vous aussi qui nous écoutez. Oui. À part si vous savez déjà tout ça. Voilà. Ah, franchement, bravo. Hein. Oui. Vous voulez passer au film non sélectionné? Ouais, let's go. Exactement. Qui veut commencer? Moi, je veux bien. Alors, pour expliquer peut-être pour ceux, si c'est la première fois que vous nous écoutez, dans la première partie, voilà, vous venez de l'écouter, donc vous avez vu à peu près ce qu'on fait dans une première partie. Dans la deuxième, Pauline, Louis et moi, on choisit un film en lien avec le thème qu'on va faire regarder à Frigo, il va la garder, puis nous faire un retour plus tard. Et donc, malheureusement, comme on doit choisir qu'un film chacun, il y a de nombreux films qu'on ne peut pas choisir. Et donc, c'est un peu le moment où on rend hommage et on les cite. Ouais. Et je commence parce que du coup, un des films que j'ai pas choisi, c'est Une page folle. Que j'ai vu et qui est dispo sur YouTube comme beaucoup de muets et qui est vraiment très très bien, hyper inventif, assez impressionnant, mais je me suis dit que j'allais laisser la caution Japon à DK. Donc voilà. Après j'ai revu il y a pas longtemps au cinéma Les Lumières de la ville de Chaplin, dont on a parlé un petit peu plus tôt dans l'épisode, et je trouve ça vraiment vraiment trop bien, hyper drôle. Enfin, j'étais dans une salle, les gens ils riaient à gorge déployée alors que le film, il a 100 ans, quoi. Ouais. Et du coup, j'ai un peu hésité avec lui. Et dernier film avec lequel j'ai hésité, c'est L'Aurore de Murnau. En fait, j'avais pas vu le film avant l'épisode. Et on m'a beaucoup répété, c'est le plus beau film du monde, c'est le plus beau film du monde. Et du coup, je me disais, je vais le regarder, puis peut-être que je le prendrai. Et en fait, j'ai un peu tardé à le regarder. Du coup, j'ai voulu sécuriser mon choix, on va dire, avec un film que j'avais déjà vu. Mais c'est vrai que L'Aurore de Murnau, c'est quand même très 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 beau, quoi. Et c'est tellement impressionnant. Pareil, pour l'époque à laquelle ça a été réalisé, il y a des jeux de surimpression et en fait une manière de créer des effets spéciaux, mais à partir de juste la pellicule, quoi. Parce que tu pouvais pas faire ni des VFX de toute évidence, mais même en termes d'effets pratiques sur place, c'est compliqué. Et du coup, c'est des effets spéciaux créés à partir de la pellicule. Et le film est vraiment trop bien, trop beau. Pour le coup, il y a une bande originale qui est très très jolie, qui accompagne vraiment bien le film. Donc voilà, j'ai un peu hésité avec ça. Et c'est drôle parce que pour parler des effets pellicule, ça me fait penser à un truc du coup très actuel qui n'a rien à voir avec le muet. Mais il y a pas longtemps, j'ai vu en avant-première Conan de Bertrand Mandico. Et Bertrand Mandico, il tourne que en 35 mm. Et quand il a présenté le film, il a dit rien de ce que vous n'allez voir n'est faux.
dans le sens, il n'y a aucun effet spéciaux. Et pourtant, il y a des trucs, parfois, tu comprends pas trop comment il a fait. Et c'est que du jeu de superposition de pellicule, des trucs où il fait exprès de bousiller des objectifs pour avoir un rendu particulier au niveau de la lumière, des trucs comme ça. Et quelque part, l'Aurore, c'est un peu son ancêtre, il y a 100 ans. Donc voilà, et pareil, il est dispo sur YouTube, donc je vous encourage à aller le voir. C'est vrai qu'on n'en avait pas parlé, mais le cinéma muet, c'est les premiers effets spéciaux, quoi. Enfin, avec Méliès en premier, et on a vraiment des trucs très très impressionnants. Et du coup, je me fais la passe à moi-même avec les films que j'ai pas choisis. Okay. Et j'ai pas choisi La charrette fantôme de Victor Sjöström, qui est un film suédois muet, qui a inspiré Bergman notamment. Et c'est fou, mais la surimpression de la pellicule, elle est impressionnante. Enfin, pour voir comment c'est en fantôme et tout, pour créer l'élément fantôme, juste avec une technique toute simple de surimpression de pellicule, ça rend trop bien. Et du coup, la créativité des réalisateurs à l'époque du muet, elle est folle. Vraiment, pour créer des effets spéciaux, elle est vraiment dingue. Et j'en parlerai aussi en deuxième partie avec mon film. Mais c'est très impressionnant, ça fait beaucoup de bien, je trouve, dans notre ère aujourd'hui où tout est numérique. Voir aussi des effets pratiques comme ça fait un peu du bien. Quand t'as peu de moyens, ça pousse à la créativité. Et ça pousse à la créativité, et ça t'impressionne d'autant plus, quoi. Et vraiment, donc voilà. Donc j'ai pas choisi la charrette fantôme, j'ai pas choisi aussi les Lumières de la ville, qui est très bien, et tu disais qu'il était très drôle et très touchant. Oui, il marche. Enfin, les blagues marchent encore aujourd'hui. C'est dingue. C'est un peu comme Coyote et Bip Bip, quoi. En vrai, c'est des gags. C'est intemporel. C'est des gags super simples et qui marchent. Franchement, beaucoup trop fort, Charlie Chaplin. Et en plus, ce que j'ai trouvé marquant en revoyant le film, c'est qu'il va vraiment à fond dans ses gags. C'est-à-dire qu'il y a un gag visuel, ça va te faire rire la première fois. Il va refaire la même chose pendant 10 minutes. Ouais. Mais en vrai, ça reste hyper drôle. Le mythe de répétition, quoi. Ouais, mais ça marche de ouf. C'est pas lassant. J'ai pas choisi aussi un film qui s'appelle Monte là-dessus de Harold Lloyd, qui est mon tout premier ciné-concert que j'ai fait. Donc c'est un film muet. C'est la célèbre image du mec pendu qui s'accroche à une pendule qui se décroche d'un immeuble. Ah oui, qui est remake dans Retour vers le futur. Oui, qui est repompé dans Retour vers le futur, tout court, le premier. Ah, le premier, oui. Ok. Et c'est un film aussi très drôle et tout, et ça change un petit peu de Charlie Chaplin dans le burlesque, parce qu'on parle beaucoup de Charlie Chaplin, de ce personnage de Charlot, mais il y en avait des tas à l'époque. Et Harold Lloyd, c'est un vent de fraîcheur assez dingue dans ce genre-là. Et toujours très drôle, qui joue avec l'espace et tout, et qui joue avec les acteurs, genre de jongle, je sais pas comment expliquer, mais ça jongle toujours d'un acteur à un autre, un accessoire et tout, et je trouve ça toujours impressionnant. Donc c'est trop bien. Et j'ai pas choisi non plus L'Aurore de Murnau, dont tu as déjà parlé, notamment. Et j'ai vu des tas de films muets pour préparer l'épisode. Je n'ai pas choisi Aksan. Le titre en français, c'est La sorcellerie à travers les âges, qui est un documentaire qui mêle de la fiction. Et c'est le film le plus halluciné que j'ai vu, je crois. Genre vraiment, il m'a un peu lessivé le film, en vrai. Mais il est trop trop bien, vraiment, c'est halluciné et hallucinant. Et c'est très très bien. Peut-être que j'en reparlerai dans un autre thème de Studio 7. Restez à l'écoute. Je sais que Frio avait déjà vu Nosferatu Metropolis, mais est-ce que sinon vous auriez pensé à ces films ou pas? Peut-être Nosferatu, parce que Metropolis il dure 3 heures, mais peut-être Nosferatu, ouais. Il est vraiment insupportable à regarder. T'aimes pas? On en revient à ce que je disais tout à l'heure, mais vraiment le fait d'avoir une bande-son catastrophique, le film il est insupportable à regarder en fait. Il faut trouver la bande-son adaptée, quoi. Ouais, ou j'aurais juste dû pas mettre de son et ça aurait peut-être été mieux, tu vois, pour le coup. Mais 3 heures sans son. Ouais, c'est déjà. Puis après, il y a aussi un truc où je l'ai regardé, je trouve un peu tôt aussi, où je me posais peut-être un peu moins de questions, tu vois, sur. J'appréciais un peu moins regarder des choses. Ce qui fait que peut-être aussi, je l'ai pas vécu sur le meilleur moment possible, on va dire. Il y a une version de Metropolis qui existe avec de la musique ultra moderne. Je crois qu'ils ont fait ça dans les années 80-90.
Et je me demande si c'est pas Jean-Michel Jarre qui a supervisé le truc. Enfin, oh là là. Tu imagines le truc, tu vois. Je crois bien qu'au ciné-concert, cette année, il y a eu un ciné-concert Métropolis à La Rochelle. Et je crois bien que c'était genre avec de la musique électronique. Ok. Ouais, il y a énormément de choses. Bon, après, quand on sait que ça a inspiré aussi Queen et tout, Metropolis. Après, ça reste quand même un film pilier, et puis même pour de quoi ça parle et tout, genre, c'est impressionnant. Enfin, je trouve ça impressionnant de voir comment le film a vieilli et comment son propos a super bien vieilli aussi, alors que le film est vraiment super vieux, quoi. Voilà. Et c'était chaud, les Allemands, quand même, au tout début. Ouais, c'est vrai que maintenant, le cinéma allemand, ça vaut quoi aujourd'hui? On n'en entend pas beaucoup parler. Je pense que ça s'exporte pas beaucoup. Mais... Il y a beaucoup de séries allemandes qui s'exportent. Ouais, quelques-unes. Mais voilà, quoi. Ok. Du coup, à mon tour, ça va être très rapide. Il y avait du coup une page folle, mais j'en ai parlé un peu tout à l'heure et Pauline en a reparlé. Mais du coup, film complètement what the fuck. Ouais, vraiment. Donc, comme je disais, sans scénario, sans intertitre, complètement. C'est quoi le mot déjà? Quand tu testes des trucs, genre expérimental. J'oublie toujours ce mot. Je crois qu'il n'y a pas un épisode où je cherche pas le mot. C'est vrai. C'est abusé. Donc voilà, très, très sympa. Après, bon, j'en ai déjà parlé, le fil blanc de la cascade de Mizoguchi, qui est vraiment bien. Et je ne l'ai pas pris parce qu'il est dispo sur YouTube en une qualité d'image horrible et un son assez mauvais. Donc les deux ensemble, ça fait que des fois c'est un peu compliqué. Okay. Mais j'ai vraiment pour le moment hésité parce que pour le coup il y a une Banshee et c'était l'occasion d'avoir un film avec une Banshee et d'être vraiment dans le truc de l'époque. Mais pas trouvé, quoi. Et du coup, oui, la raison pour laquelle je pense qu'aujourd'hui il y a très peu de Banshee, de films muets enregistrés avec des Banshees, c'est que à l'époque on pouvait pas les enregistrer. Puis aujourd'hui ils n'existent plus, quoi. Donc voilà. Et puis après, alors j'ai parlé de Mizoguchi, Ozu et du coup Kinogaza pour une page folle, mais surtout Mizoguchi et Ozu qui sont le plus connus, on va dire. Mais moi, des films muets japonais que j'ai vus, pour l'instant, mon réalisateur préféré, c'est Naruse. C'est celui qui me touche le plus. Par contre, c'est très très pessimiste. C'est toujours des trucs avec des suicides, des machins, un mec pauvre qui va mourir, qui bon. L'homme est joyeux, quoi. Ah ouais, non, c'est vraiment pas joyeux. Et du coup, il y en a deux que j'ai vus et que j'ai vraiment aimé, que j'ai hésité à prendre. En plus, il dure un peu moins longtemps, il dure 1 heure. C'est Après notre séparation, qui est un film du coup d'1 heure qui parle d'une geisha et comment son fils va vivre le fait que sa mère est geisha et qui va du coup la rejeter. Et puis finalement, il y a tout un truc sur la condition de la geisha au Japon et la vision qu'on a sur elle. Donc il y a toujours un côté très humaniste, je dirais pas féministe parce qu'on n'en est pas là au Japon à cette période-là évidemment, mais en tout cas très humaniste. Et puis même, pour le coup, le Japon a vraiment énormément d'actrices féminines et met beaucoup en avant des femmes dans son cinéma. Alors c'est pas par féminisme, c'est juste qu'ils ont une vision qui est un peu différente, un peu de la femme sacrifiée, un peu de... ça reste une vision évidemment patriarcale, mais qui passe mieux que certains autres films où juste elle est à la cuisine et c'est quand même le héros de beaucoup de films et du coup beaucoup d'actrices sont mises en avant. Bon, on prend ce qu'il y a à prendre, mais voilà. Déjà ça. Ouais, on va dire ça. Et le deuxième, c'est Rêve de chaque nuit. C'est donc pareil, une femme. Le thème de la geisha quasiment tout le temps là. Donc du coup, qui se prostitue pour nourrir son fils en partie, et son mari qui était parti quand son fils est né revient. Et en fait, c'est un peu un bon à rien. Il est pas très doué pour rien. Il avait pas trouvé le lait. Non, ni les cigarettes, rien du tout. Putain. Donc, il est revenu 3 ans après. Vraiment inutile, quoi. Ouais. Et du coup, encore une fois, très pessimiste. Et moi, je trouve que c'est très bien. Le film, pas le fait que ce soit pessimiste, mais si aussi. D'un côté, si, parce que je trouve qu'on voit il y a beaucoup un peu cette image du muet burlesque. Oui, c'est vrai. Il y a des muets qui sont vraiment juste plombants et il n'y a pas du tout de blague, rien du tout. Je trouve ça quand même sympa et ça change. Je trouve ça marrant. Pourquoi tu les as pas choisis? Parce que j'ai choisi un autre film. Ok. Qui, pour le coup, en fait, mon choix est un peu difficile sur cet épisode parce qu'il n'y a pas de film qui me transcende. C'est-à-dire qu'il y a des films que je trouve très bien, tu vois, que j'aime beaucoup, mais il y en a qu'un où je me dis, celui-là, faut vraiment que je le montre, c'est vraiment une dinguerie. Donc en fait, je me suis dit, comment je vais le choisir? Et j'ai pris un peu un parti pris, on va dire, plus historique, à me dire, dans tous ces films que j'ai vus,
il y en a pas un qui me transcende et que j'ai envie de plus prendre que les autres. Donc, du coup, je vais prendre un truc qui nous ramène un peu à l'époque. C'est pour ça que j'ai cité beaucoup avec celui de Mizoguchi, parce qu'on avait la Banshee avec cet aspect-là. Mais du coup, petit teaser, j'ai pris le film le plus célèbre au Japon à cette période-là, le plus grand hit japonais. Mais bon, aujourd'hui, c'est pas non plus une dinguerie. Beaucoup le considèrent comme un chef-d'œuvre, mais je trouve que par exemple, c'est en dessous, quand tu le regardes aujourd'hui avec nos yeux, des films choisis par Pauline et Louis. Mais voilà. T'as dit un truc sur le fait que t'aimais bien le fait qu'un film muet soit pessimiste et tout par rapport au burlesque. J'avais hésité aussi à prendre des films qui soient pas du burlesque, justement pour montrer aussi que le cinéma muet a fait autre chose que du Chaplin et tout. Et en fait, dites-vous bien que l'ère du muet, tous les genres du film y passent. Genre vraiment, il y a plein de films. Mais finalement, c'est bien que t'aies pris un burlesque parce que ni Décale ni moi, on a pris un burlesque. Et en final, ça tombe plutôt bien. Et en même temps, c'est trop une dinguerie, mon film. Après, c'est vrai que t'as beaucoup cet aspect du film muet où genre c'est hyper théâtral, ils sont obligés de faire énormément de grands gestes, c'est forcément drôle. Après, c'est vraiment de ce que t'apprends en vrai à l'école où c'est vraiment retranscrit comme ça. Tu vois. Après, le burlesque, c'est peut-être aussi ce qui a mieux traversé les années. Oui, parce que finalement, ça reste universel et intemporel. Ça regarde bien, alors qu'aujourd'hui, des films dramatiques, des films, t'en as des très bons en parlant, des films burlesques, c'est quand même. Ça se marie très bien au muet, quoi. Pas besoin de parler dessus. Donc le film, il se regarde mieux et puis tu t'ennuies moins aussi, je pense. Pas faux. Donc voilà, je pense que. Ah si, j'avais une petite question pour vous, c'est quoi le plus grand film muet, le plus emblématique, le film muet ultime? Vous en avez un? Metropolis. Ah ouais? Ouais, je pense. Ouais, il y a Metropolis. En vrai, je pense. Le Kid. Ah ouais? Ouais, un Chaplin, je pense. Ah, désolé, ça me fait penser que j'ai oublié de dire dans les films que j'ai pas choisis, mais The Ring d'Hitchcock. Enfin, j'y pense parce que du coup, Chaplin faisait beaucoup de scènes de boxe très drôles en muet. Et Hitchcock a fait un film qui s'appelle The Ring, qui est sur la boxe. Et c'est l'époque du coup du muet de Hitchcock. Et c'est vraiment incroyable. Et je crois bien qu'il est sur YouTube aussi. Et je l'ai pas choisi parce que ça fait depuis un peu longtemps que je l'ai vu. J'aurais peut-être pas pu en parler très précisément. Mais vraiment, je pense que c'est un de mes films muets préférés. Ok. Moi, je dirais Nosferatu en vrai. Ah ouais? Ouais, parce que je pense que c'est le plus vieux en vrai avec autant d'expérimentation. Ah. Puis enfin bref, c'était un peu, il me semble, un des premiers films où il y avait des créatures. C'était pas des, entre guillemets, un vrai perso. Enfin, c'était un personnage fantastique qui était vraiment mis en avant et je pense que vraiment pour moi, ce serait peut-être plus ça, tu vois. Ok, moi j'avoue, je saurais pas dire. Ah ouais? Bah, j'ai vu aucun grand film muet. Enfin, non. Enfin, après, j'ai pas vu Metropolis, vu, j'ai pas vu Nosferatu, j'ai pas vu Cagliari, j'ai pas vu l'Aurore, j'ai rien vu de tout ça, j'ai juste vu des films japonais. Ah ouais, mais en vrai, c'est déjà ça. Oui, mais je trouve que c'est pas les plus grands. Et du Chaplin non. Je n'ai pas le souvenir. Enfin, après, le plus cité, je pense que tu dois avoir les temps modernes, quoi. Ouais, c'est ça, les temps modernes aussi. Mais voilà, bon, bah écoutez, si vous voulez nous retrouver sur les réseaux, on va enchaîner direct. Allez, ça fait un moment qu'on discute. Ouais, je suis d'accord. Vous pouvez retrouver le podcast sur Twitter et Instagram à Studio 7pod et sur Letterboxd Studio 7. Dans les bios, vous pouvez retrouver nos divers réseaux ou même dans la description. On va pas refaire le tour. Je pense qu'on va arrêter de faire le tour. Ouais. Les gens commencent à nous connaître. Et puis si vous ne nous connaissez pas, vous, en allant sur le podcast, vous retrouverez tout ça si vous voulez nous suivre. C'est sûr. Et puis vous dire rapidement que le podcast est lié à l'association Super Seven. Mais pareil, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller voir super7.fr. Il y a beaucoup de trucs. Donc allez jeter un petit coup d'œil. Si vous voulez nous soutenir, vous pouvez adhérer à l'association. Ça coûte 10 €, ça nous aide énormément. Ouais. Et puis, juste pour info, dans les actus proches, on va suivre la ressortie de Mon nom et personne de Tonino Valéry. Et c'est pas en lien avec cet épisode-là, mais c'est en lien avec un futur épisode normalement de la saison 3. Donc allez tous voir ce film, il ressort le 20 décembre au cinéma. Et un peu avec la saison 2. Oui, aussi. C'est un western spaghetti, voilà. Voilà, c'est ça. Donc voilà, sur ce, on vous dit à la semaine prochaine, du coup. À la semaine prochaine. Salut.